La lumière du matin. La lumière du matin filtrait à travers les vitres crasseuses du studio de Sophie Dupont, avec tout l'enthousiasme d'un témoin réticent de la pauvreté. Elle était assise à son bureau de fortune, une porte posée précairement sur 2 caisses de lait, fixant le billet de 20 € froissé qui gisait devant elle comme une petite promesse verte de salut temporaire. Le poids de sa situation pesait sur ses épaules avec la persistance implacable des factures impayées et de l'espoir qui s'amenuisait. 20 €, murmura-t-elle pour elle-même, sa voix portant ce mélange particulier de désespoir et de détermination qui était devenu son compagnon constant ces derniers mois. 20 € pour saboter le rendez-vous arrangé d'une fille riche. La proposition était venue de Claire Lefebvre, une femme dont le nom même semblait dégouliner de privilèges et de dédain. Sophie l'avait rencontrée tout à fait par hasard au café où elle travaillait à mi-temps, surprenant une conversation téléphonique qui révélait les profondeurs de la mesquinerie humaine avec une clarté saisissante. Claire, semblait-il, nourrissait une vendetta particulière contre sa jeune sœur, quelque chose à propos de disputes d'héritage et de favoritisme familial, et cherchait à s'assurer que la rencontre soigneusement arrangée de ladite sœur avec un prétendant potentiel se terminerait par un échec spectaculaire. Tout ce que vous avez à faire, avait expliqué Claire avec la cruauté désinvolte qui vient si naturellement à ceux qui n'ont jamais connu le besoin, c'est de vous présenter au restaurant, prétendre être ma sœur, et faire une impression si épouvantable qu'il ne voudra plus jamais la revoir. Assez simple pour quelqu'un dans vos circonstances. L'insulte avait piqué, mais la fierté de Sophie était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La patience de son propriétaire s'était usée comme du papier de soie. Ses prêts étudiants se profilaient comme des nuages d'orage à l'horizon, et son salaire à temps partiel couvrait à peine les nécessités les plus élémentaires de l'existence. 20 € pouvaient ne pas sembler beaucoup pour quelqu'un comme Claire Lefebvre, mais pour Sophie, cela représentait la différence entre manger et avoir faim pour les 3 prochains jours. Elle s'habilla avec un soin particulier ce soir-là, sélectionnant sa seule robe décente, un simple modèle noir qui avait connu des jours meilleurs, mais conservait encore un semblant de respectabilité. Son reflet dans le miroir fendu de sa salle de bain révélait une jeune femme de 24 ans, avec des yeux sombres intelligents, qui recelaient des profondeurs de résilience forgées par les difficultés, et des traits qui parlaient d'un héritage mixte, le lignage français de sa mère évident dans la courbe élégante de ses pommettes, l'ascendance méditerranéenne de son père dans la détermination obstinée de sa mâchoire. Le restaurant que Claire avait spécifié était bien éloigné des endroits habituels de Sophie, niché dans le genre de quartier où les gens parlaient à voix basse de millésimes de vin et de portefeuilles d'actions. La lumière dorée de l'atelier se déversait sur le trottoir comme de la richesse liquide, et Sophie sentit son courage faiblir un moment, alors qu'elle approchait de l'entrée. Elle était une intruse ici, une joueuse dans le jeu cruel de quelqu'un d'autre, et cette connaissance reposait inconfortablement dans son estomac. Le maître d'hôtel l'accueillit avec la chaleur pratiquée réservée à ceux qui pouvaient se permettre de dîner dans de tels établissements. « Bonsoir, mademoiselle. Avez-vous une réservation ? Je rejoins quelqu'un, » répondit Sophie, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Le nom devrait être Lefebvre. « Ah oui, mademoiselle Lefebvre. Par ici, je vous prie. » Il la guida à travers le restaurant avec une précision cérémonielle, passant devant des tables où les conversations bourdonnaient avec l'assurance confortable des personnes financièrement sécurisées. Sophie aperçut des sacs à main de créateurs et des montres qui coûtaient plus que son revenu annuel. Et elle ressentit la douleur familière d'être une étrangère regardant un monde qui n'avait jamais été destiné à elle. La table qu'il indiqua était située près de la fenêtre, offrant une vue sur les lumières scintillantes de la ville qui s'étendaient au loin, comme des diamants éparpillés. Déjà assis se trouvait un homme qui fit vaciller dans la gorge de Sophie le script de sabotage soigneusement préparé. Elle s'était attendue à quelqu'un de plus âgé, peut-être corpulent et satisfait de lui-même, le genre d'homme qui serait facilement repoussé par une grossièreté délibérée ou un scandale fabriqué. Au lieu de cela, elle se retrouva à regarder quelqu'un qui semblait avoir la trentaine, avec des cheveux sombres qui captaient l'éclairage ambiant du restaurant et des traits qui suggéraient à la fois force et intelligence. Son costume était impeccablement taillé, parlant de richesse sans ostentation, et lorsqu'il leva les yeux à son approche, ses yeux, d'une remarquable nuance de gris vert, avaient une intensité qui la faisait se sentir soudainement, inexplicablement exposée. Il se leva à son approche, un geste de courtoisie à l'ancienne qui semblait authentique plutôt que simulé. « Mademoiselle Lefebvre, je présume. » La gorge de Sophie se serra. Le moment de la tromperie était arrivé,
et elle se retrouva à hésiter d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il y avait quelque chose dans sa manière, une dignité tranquille peut-être, ou simplement une absence de l'arrogance à laquelle elle s'était attendue, qui rendait sa grossièreté soigneusement planifiée soudainement impossible. « Oui », parvint-elle à dire, acceptant sa main tendue. Sa poigne était ferme, chaude, et elle fut frappée par une secousse inattendue de quelque chose qui aurait pu être de l'attraction dans d'autres circonstances. « Thomas Moreau », dit-il, attendant qu'elle soit assise avant de reprendre sa propre place. « J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver le restaurant. »« Pas du tout », répondit Sophie, son esprit s'emballant. Elle était censée être odieuse, exigeante, le genre de femme qui l'enverrait fuir dans la nuit avec des histoires à raconter à ses amis sur des évasions étroites. Au lieu de cela, elle se retrouvait étrangement réticente à commencer sa performance. Thomas, car elle se retrouva à penser à lui par son prénom presque immédiatement, possédait une qualité difficile à définir. Ce n'était pas simplement sa richesse évidente ou son indéniable attractivité, bien que les deux fussent certainement présentes. C'était plutôt quelque chose dans la façon dont il écoutait quand elle parlait, comme si ses mots portaient du poids et du sens au-delà de la simple politesse. Lorsque le serveur s'approcha pour prendre leur commande de vin, Thomas déféra à ses préférences, avec une considération qui suggérait un intérêt authentique plutôt qu'un simple conditionnement social. « J'avoue, dit-il une fois qu'ils eurent commandé, que je sais très peu de choses sur vous au-delà de ce que votre sœur a bien voulu partager. Elle semblait très désireuse que nous nous rencontrions. » La mention de Claire envoya un rappel cinglant dans la conscience de Sophie. Elle était ici dans un but, aussi désagréable soit-il. 20 € et la promesse de quelques jours de plus de solvabilité étaient en jeu. Elle redressa les épaules et se prépara à assumer le rôle qu'on lui avait payé pour jouer. « Eh bien, » commença-t-elle, injectant une note de supériorité affectée dans sa voix. « Je suppose que je devrais vous dire que j'ai des critères très particuliers en ce qui concerne, eh bien, tout, vraiment. Je ne m'associe pas avec des gens qui ne répondent pas à mes attentes. » L'expression de Thomas resta poliment intéressée, bien qu'elle crût détecter un éclair de quelque chose. Surprise? Amusement? Dans ses yeux remarquables. Je vois. Et quelle sorte d'attente pourrait-elle être? Sophie se retrouva à nouveau hésitante. Le script qu'elle avait mentalement préparé semblait soudain creux et peu convaincant face à son attention sincère. Elle s'était attendue à une arrogance dédaigneuse ou à un matérialisme évident, quelque chose qui rendrait sa tâche plus facile. Au lieu de cela, elle rencontrait un homme qui semblait sincèrement intéressé par sa réponse, qui attendait avec la patience de quelqu'un habitué à écouter plutôt que simplement attendre son tour pour parler. « Eh bien, la sécurité financière, naturellement, » bégaya-t-elle, saisissant le genre d'attitude mercenaire qu'elle imaginait pouvoir le repousser. Un homme devrait pouvoir subvenir correctement aux besoins d'une femme. Vêtements de créateur, bijoux, vacances coûteuses, ce genre de choses. « Je comprends, » répondit Thomas calmement. La compatibilité financière est certainement importante dans toute relation. Sa réponse directe la déstabilisa. Elle s'était attendue à un choc, ou peut-être à du dédain pour un comportement aussi évidemment intéressé. Au lieu de cela, il semblait accepter sa déclaration comme si elle était parfaitement raisonnable, ce qui la faisait se sentir d'une certaine manière pire, plutôt que mieux, à propos de la tromperie. La conversation se poursuivit pendant le premier service, Sophie faisant des tentatives de plus en plus désespérées pour remplir son obligation envers Claire. Elle se plaignit de l'ambiance du restaurant, fit des remarques cinglantes sur les autres dîneurs, et se comporta généralement d'une manière qui aurait envoyé la plupart des personnes raisonnables chercher la sortie la plus proche. Thomas, cependant, semblait trouver sa performance plus déroutante que repoussante. Ses réponses étaient toujours courtoises, souvent réfléchies, et occasionnellement teintées de ce qu'elle commençait à reconnaître comme un humour doux. Lorsqu'elle critiquait la sélection de vins, il écoutait attentivement et demandait ses préférences. Lorsqu'elle faisait des commentaires désobligeants sur le service, il s'enquérait si elle avait de l'expérience dans l'industrie hôtelière qui informait ses opinions. C'est pendant le plat principal que Sophie commença à soupçonner qu'elle échouait spectaculairement à sa tâche assignée. Non seulement Thomas ne fuyait pas avec horreur, mais il semblait sincèrement apprécier leur conversation, malgré ses meilleurs efforts pour être insupportable. Ses questions étaient intelligentes et souvent perspicaces, révélant un esprit à la fois vif et curieux. Il parlait de son travail, quelque chose dans la technologie et l'investissement, bien qu'il fût modeste quant aux spécificités, avec le genre de passion qui suggérait un engagement authentique plutôt qu'une simple obligation. « Vous savez,
dit-il à un moment, reposant sa fourchette et la regardant avec ses yeux gris-vert perspicaces. « J'ai l'étrange impression que vous n'êtes pas tout à fait vous-même ce soir. » Le cœur de Sophie fit un bond. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« C'est difficile à expliquer, » poursuivit Thomas, sa voix portant une note de réflexion attentive. « Il y a des moments où vous semblez parfaitement naturel, presque lumineuse dans votre intelligence et votre esprit. Et puis il y a d'autres moments où vous semblez jouer peut-être, comme si vous jouiez un rôle qui ne vous convient pas tout à fait. » La précision de son observation était si surprenante que Sophie se retrouva momentanément sans voix. Elle avait été si concentrée sur l'accomplissement de son obligation envers Claire qu'elle n'avait pas réalisé à quel point sa tromperie pouvait être transparente pour quelqu'un qui faisait réellement attention. « Je pense que vous imaginez des choses », parvint-elle à dire, mais sa voix manquait de conviction même à ses propres oreilles. Thomas sourit alors, une expression qui transforma tout son visage, et fit s'accrocher le souffle de Sophie dans sa gorge. « Peut-être, mais j'ai toujours trouvé que les premières impressions, bien qu'importantes, racontent rarement l'histoire complète d'une personne. Il y a généralement beaucoup plus sous la surface, attendant d'être découvert par quelqu'un d'assez patient pour regarder. » Ces mots portaient un poids inattendu de sincérité qui faisait sentir Sophie simultanément exposée et étrangement protégée. Elle avait la sensation troublante qu'il voyait à travers sa performance vers quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'était pas entièrement sûre d'être prête à révéler même à elle-même. La soirée progressa avec Sophie devenant de plus en plus partagée sur sa mission. Chaque tentative qu'elle faisait pour repousser Thomas semblait être accueillie avec patience, compréhension ou parfois un humour doux qui la désarmait complètement. Il racontait des histoires qui révélaient à la fois intelligence et humilité, posait des questions qui démontraient un intérêt sincère pour ses pensées et opinions, et traitait le personnel du restaurant avec une courtoisie qui parlait bien de son caractère. Au moment où le dessert arriva, Sophie se retrouva à souhaiter désespérément n'avoir jamais accepté le stratagème de Claire. La conversation s'était tournée vers les livres, une passion qu'ils partageaient apparemment, et les perspectives de Thomas sur la littérature révélaient des profondeurs de pensée et de sentiments qui rendirent sa tromperie de plus en plus cruelle. Il y a quelque chose dans la façon dont certains auteurs peuvent saisir la condition humaine, disait-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Prenez Victor Hugo, par exemple. La façon dont il écrit sur la résilience face à l'adversité, sur la dignité et la valeur même quand le monde semble déterminé à vous les refuser. Il y a une sorte d'honnêteté féroce dans son œuvre que je trouve inspirante. Sophie faillit s'étrangler avec son vin. L'ironie était trop parfaite, trop douloureuse. Elle était assise là, engagée dans peut-être l'acte le plus malhonnête de sa vie, tandis qu'il parlait avec une passion authentique d'un auteur dont l'œuvre célébrait exactement le genre d'intégrité qu'elle trahissait. « Tout va bien ?» demanda Thomas, se penchant en avant avec inquiétude. « Bien », parvint à dire Sophie, tamponnant ses yeux avec sa serviette. « Juste quelque chose qui est passé par le mauvais chemin. » Mais elle n'allait pas bien. Elle se noyait dans la culpabilité et la confusion, prise entre son besoin désespéré des 20 € de Claire et sa prise de conscience croissante que Thomas Moreau n'était rien comme l'homme arrogant, superficiel qu'elle s'était attendue à rencontrer. Il était intelligent, réfléchi, et possédait une gentillesse qui rendait sa tromperie non seulement mauvaise, mais activement nuisible. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophie se retrouva face à une crise de conscience pour laquelle elle était totalement non préparée. Elle était venue ici pour saboter un rendez-vous arrangé, pour gagner 20 € en étant délibérément horrible envers un étranger. Au lieu de cela, elle avait rencontré quelqu'un qui remettait en question chaque supposition qu'elle avait faite sur les hommes riches, quelqu'un qui semblait voir au-delà de sa performance quelque chose de valable en dessous. « J'espère que vous me permettrez de vous revoir », dit Thomas alors qu'ils attendaient en l'addition. « Je réalise que cette soirée ne s'est peut-être pas déroulée exactement comme l'un ou l'autre de nous s'y attendait, mais je me retrouve très intéressé à mieux vous connaître. La vraie vous, si vous me permettez de le dire. » Le cœur de Sophie se serra douloureusement. La vraie, elle était une étudiante fauchée qui venait de passer la soirée à mentir à l'un des hommes les plus sincèrement décents qu'elle ait jamais rencontré. La vraie, elle, était quelqu'un qui avait vendu son intégrité pour 20 € et commençait à réaliser que certains marchés se faisaient à un prix trop élevé. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » dit-elle doucement. « Pourquoi pas ?» La question de Thomas était douce mais directe, et Sophie se retrouva à lutter pour formuler une réponse qui ne révélerait pas les profondeurs de sa tromperie. « Nous sommes des personnes très différentes, » dit-elle finalement. « Deux mondes différents. Je ne pense pas que cela fonctionnerait. »
Thomas resta silencieux un moment, étudiant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de détourner le regard. « Vous savez, dit-il finalement, j'ai constaté que les relations les plus intéressantes se développent souvent entre des personnes qui semblent incompatibles à première vue. Les différences peuvent être complémentaires plutôt que source de division, si les deux parties sont disposées à les aborder avec ouverture et honnêteté. » Le mot « honnêteté » frappa Sophie comme un coup physique. Elle avait été tout sauf honnête ce soir, et le poids de cette connaissance devenait insupportable. Lorsque Thomas insista pour payer l'addition, malgré ses protestations peu convaincues, elle se sentit comme la pire des fraudeuses. Il l'accompagna jusqu'au coin de rue où elle pourrait prendre un taxi, sa manière toujours courtoise, malgré ce qu'elle était certaine d'être sa déception face à son rejet. « Merci pour cette charmante soirée, » dit-il, et la sincérité dans sa voix donna à Sophie envie de pleurer. « Merci à vous, » parvint-elle à répondre. Thomas hésita un moment, puis sortit une carte de visite de la poche de sa veste. « Au cas où vous changeriez d'avis, » dit-il, la lui offrant. « Je pensais ce que j'ai dit à propos d'être intéressé par la vraie vous, Sophie. » Sophie se figea. « Comment m'avez-vous appelé ?» Le sourire de Thomas contenait un mélange de douceur et de connaissance qui fit chuter son estomac. Sophie Dupont, 24 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, travaille à temps partiel au Café des Artistes sur la rue de Bussy. Actuellement 3 mois de retard sur le loyer et face à une procédure d'expulsion. Le monde sembla basculer autour de Sophie alors que les implications complètes de ses mots s'enfonçaient. « Vous saviez, tout ce temps ? J'ai fait mener une enquête sur vous dès que Claire Lefebvre m'a approché avec sa proposition, » dit Thomas calmement. « J'ai pour politique de savoir exactement à qui j'ai affaire, surtout lorsque de grosses sommes d'argent sont impliquées. » Sophie sentit le sang se retirer de son visage. « De grosses sommes d'argent ? Les 100 000 € que Claire m'a offerts pour jouer le jeu dans sa petite mascarade, » expliqua Thomas. Elle semblait penser que je pouvais être acheté pour participer à son stratagème visant à humilier sa sœur. Elle avait tort. Alors pourquoi ? La voix de Sophie était à peine un murmure. Parce que j'étais curieux de connaître la jeune femme qui accepterait une telle chose pour 20 €, dit simplement Thomas. Je voulais comprendre quelles circonstances pousseraient quelqu'un à accepter une telle tâche, et plus important encore, quel genre de personne elle était vraiment sous le désespoir. Sophie le regarda fixement, son esprit tournoyant. « Et qu'avez-vous conclu ?» L'expression de Thomas s'adoucit. « Que le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'envisageraient jamais normalement. Que vous êtes intelligente, gentille, et possédez une boussole morale qui a clairement rendu pénible la tromperie de ce soir, et que vous méritez bien mieux que les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. » La gentillesse dans sa voix était presque plus que Sophie ne pouvait supporter. Elle s'était attendue à de la colère, du dégoût, peut-être des poursuites judiciaires. Au lieu de cela, elle trouva de la compréhension et ce qui semblait remarquablement être de la compassion. « Je devrais y aller, » dit-elle, s'éloignant de lui. Sophie. La façon dont il dit son nom l'arrêta net. « L'offre tient toujours. Si jamais vous voulez avoir une conversation authentique, en tant que vous-même, vous avez ma carte. » Elle resta figée sur le trottoir longtemps après que sa voiture eut disparu dans le flot de la circulation du soir, sa carte de visite serrée dans sa main tremblante. Le billet de 20 € que Claire lui avait donné semblait lui brûler un trou dans la poche, désormais entaché par la connaissance de ce qui lui avait vraiment coûté. Thomas Moreau avait vu à travers sa tromperie dès le tout début, avait su exactement qui elle était et pourquoi elle était là, et pourtant, il l'avait traitée avec plus de dignité et de respect qu'elle ne s'en était montrée à elle-même. Cette réalisation était à la fois humiliante et terrifiante, car elle suggérait des possibilités qu'une personne dans sa position n'avait pas le droit d'envisager. Alors qu'elle hélait finalement un taxi pour la ramener à son studio délabré, Sophie se demanda si 20 € pouvaient jamais valoir le prix de son amour-propre. Plus troublante encore était la certitude croissante que Thomas Moreau avait d'une manière ou d'une autre réussi à voir au-delà de sa situation désespérée quelque chose de valable en dessous, et que ses paroles d'adieu avaient sonné remarquablement comme une invitation à découvrir ce que cela pourrait être. Les semaines suivantes passèrent dans un état particulier de suspension, comme si Sophie existait entre deux mondes sans vraiment appartenir à aucun. Elle retourna à sa routine avec une précision mécanique, les premiers services du matin au Café des Artistes, les cours de l'après-midi à la Sorbonne, les heures du soir passées penchées sur des manuels dans la faible lumière de la seule lampe fonctionnelle de son appartement. Pourtant, sous le rythme familier de nécessité et d'obligation, quelque chose avait fondamentalement changé. La carte de visite de Thomas resta où elle l'avait placée, en rentrant chez elle cette nuit-là,
appuyée contre la couverture de son exemplaire usé des Misérables, comme un petit monument blanc à la possibilité. Elle se retrouvait les yeux attirés vers elle à des moments inattendus, en remuant la crème dans le latte d'un client, pendant des conférences particulièrement ennuyeuses sur la critique sociale victorienne, dans les heures calmes avant l'aube, quand le sommeil se révélait insaisissable, et son esprit errait sur des chemins qu'elle n'avait pas le droit d'explorer. Les 20 € restèrent intacts dans son portefeuille, un rappel constant de son compromis moral. Elle avait eu l'intention de les utiliser pour des courses, peut-être pour acheter les petits luxes devenus impossibles ces derniers mois, des fruits frais, du café décent, du savon qui ne laissait pas sa peau à vif. Au lieu de cela, ils restèrent pliés entre sa carte d'étudiante et sa carte de bibliothèque comme une confession attendant d'être entendue. Au café, Sophie se retrouvait à scruter chaque nouveau visage qui entrait, son cœur effectuant une accélération inconfortable chaque fois que le carillon de la porte annonçait un homme grand, bien habillé. C'était de la sottise du plus haut ordre, se disait-elle fermement. Thomas Moreau évoluait dans des cercles si éloignés de son humble emploi que la probabilité qu'il apparaisse au Café des Artistes approchait l'impossibilité mathématique. Pourtant, elle regardait toujours, et toujours son pouce accélérait à des ombres qui ressemblaient à sa silhouette. Ses collègues commencèrent à remarquer sa distraction. Juliette, la gérante qui avait montré à Sophie une gentillesse dépassant l'appel du devoir pendant ses mois les plus désespérés, l'approcha durant une rare accalmie entre les rushs du matin et du déjeuner. « Tu as été différente dernièrement », observa Juliette, son ton portant la franchise douce qui faisait d'elle une superviseure exceptionnelle. Pas différente en mal, juste ailleurs. « Tout va bien à l'école ?» Sophie força un sourire qui semblait fragile sur ses lèvres. « Juste fatiguée, je pense. Le stress de fin de semestre. » Ce n'était pas entièrement faux. Sa thèse sur la mobilité sociale dans la littérature du XIXe siècle était due dans 6 semaines, et elle avait fait embarrassamment peu de progrès. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle était censée analyser les luttes des personnages fictifs avec les barrières de classe alors que sa propre vie semblait incarner ces mêmes conflits de la manière la plus douloureuse possible. « Tu sais, » continua Juliette, essuyant la machine à expresso avec une minutie inutile. J'ai pensé à étendre nos heures d'ouverture le soir. Nous pourrions utiliser quelqu'un de fiable pour le service de fermeture, si ça t'intéresse. La paie serait meilleure que pour tes heures actuelles. L'offre était généreuse, plus généreuse que Sophie n'avait le droit d'attendre. Mais l'idée de passer encore plus de temps dans les confins exigus du café semblait étouffante. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour traiter ce qui s'était passé avec Thomas et ce que cela pourrait signifier pour son avenir. « C'est incroyablement gentil de ta part », répondit Sophie avec précaution. « Est-ce que je peux y réfléchir ?» L'expression de Juliette suggérait qu'elle comprenait plus que ses mots ne révélaient. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. » Ce soir-là, Sophie resta à la bibliothèque universitaire jusqu'à la fermeture, ostensiblement en train de travailler sur sa thèse, mais en réalité, fixant le même paragraphe sur le traitement de la pauvreté industrielle par Zola, jusqu'à ce que les mots se brouillent en une masse sans signification. Son esprit revenait sans cesse aux derniers mots de Thomas, à la façon dont il avait dit son vrai nom, avec une si tranquille certitude. La vérité était que sa révélation avait brisé quelque chose de fondamental dans sa compréhension de la soirée, qu'ils avaient repartagée. Elle avait passé des jours à analyser chaque moment de leur conversation, cherchant des signes de sa tromperie, seulement pour réaliser qu'il n'y avait eu aucune tromperie de sa part. Il avait été exactement ce qu'il semblait être, intelligent, réfléchi, sincèrement intéressé par ses pensées et opinions. La performance avait été entièrement la sienne. Le chemin du retour vers son appartement la fit passer par des quartiers qui semblaient exister dans différents univers économiques. Elle passa devant les façades étincelantes de restaurants où elle ne pourrait jamais se permettre un repas, des boutiques dont les vitrines présentaient des vêtements qui coûtaient plus que son loyer mensuel, des galeries exposant de l'art qui parlaient à des sensibilités cultivées par une éducation et des loisirs qu'elle n'avait jamais connus. Pourtant, pour la première fois en des mois, cette vue ne la remplissait pas du mélange habituel de ressentiment et de désir. Au lieu de cela, elle se retrouva à penser aux commentaires de Thomas sur la littérature, sa passion évidente pour des idées qui transcendaient les préoccupations matérielles. Il possédait certainement de la richesse, mais elle semblait le servir, plutôt que le définir, un outil pour poursuivre des intérêts et des expériences plutôt qu'une fin en soi. Son appartement l'accueillit avec son atmosphère familière de pauvreté digne. Le chauffage restait capricieux,
La plomberie émettait des bruits inquiétants à intervalles irréguliers, et la vue de son unique fenêtre consistait principalement en le mur de briques du bâtiment adjacent. Mais ce soir, au lieu de se sentir opprimée par ses limitations, Sophie se retrouva à considérer ce que Thomas aurait pu voir quand il l'avait regardé, non pas quelqu'un défini par ses circonstances, mais quelqu'un temporairement contraint par elle. Elle récupéra sa carte de visite de sa place à côté de ses livres, étudiant la typographie élégante qui épelait son nom et son titre. Thomas Moreau, directeur général, Moreau Technologies. L'adresse était à La Défense, dans l'une de ces tours étincelantes qui grattèrent le ciel et abritaient le genre d'entreprise qui déplaçait des millions d'euros avec l'aisance décontractée avec laquelle elle déplaçait des tasses de café. La recherche Internet qu'elle effectua sur son ancien ordinateur portable révéla plus qu'elle ne s'y attendait. Moreau Technologies était une société de conseil en technologie qui se spécialisait dans l'aide aux entreprises établies pour naviguer dans la transformation numérique. Thomas l'avait fondée 7 ans plus tôt, après avoir quitté un poste dans une grande banque d'investissement. L'entreprise employait plus de 200 personnes et avait des bureaux à Paris, Londres et Hong Kong. Les photographies accompagnant divers articles d'affaires montraient Thomas dans des cadres professionnels, donnant des présentations, assistant à des conférences, rencontrant des clients. Dans chaque image, il portait la même expression d'intelligence concentrée dont elle se souvenait de leur dîner, la même qualité d'attention qui l'avait fait se sentir à la fois exposé et étrangement protégé. Un article, d'un magazine d'affaires daté de 6 mois plus tôt, incluait une brève section personnelle qui fit s'accrocher le souffle de Sophie dans sa gorge. Thomas était cité discutant de ses intérêts philanthropiques, qui comprenaient le financement de bourses pour des étudiants de première génération et le soutien à des programmes qui aidaient de jeunes entrepreneurs, issus de milieux défavorisés, à démarrer leurs propres entreprises. Le succès, était-il cité comme disant, ne devrait pas être déterminé par les circonstances de naissance. L'intelligence, la créativité et la détermination existent à travers tous les milieux économiques. Parfois, les gens ont juste besoin d'une opportunité pour démontrer ce qu'ils sont capables d'accomplir. Sophie ferma l'ordinateur portable et s'assit dans l'obscurité de son appartement, submergée par la complexité de ses émotions. Thomas Moreau n'était pas simplement riche. Il était quelqu'un qui utilisait sa richesse de manière réfléchie, qui comprenait les barrières auxquelles faisaient face des personnes comme elle, qui semblait sincèrement engagé à créer des opportunités pour les autres. Cette connaissance rendit son comportement au restaurant encore plus honteux. Elle l'avait approché avec toutes les suppositions négatives sur les hommes riches fermement en place, avait été prête à le traiter avec une cruauté délibérée, basée sur rien de plus que son statut financier, qu'il ait vu à travers sa performance et ait répondu avec gentillesse plutôt qu'avec colère, témoignait d'un caractère qui rendait ses jugements précédents mesquins et injustes. Le sommeil lui échappa cette nuit-là, comme il l'avait fait chaque nuit depuis leur rencontre. Sophie se retrouvait à construire des conversations imaginaires dans lesquelles elle s'expliquait à Thomas son désespoir financier, les luttes de sa famille, la série de circonstances qui l'avaient amené à accepter la proposition de Claire. Dans certaines versions de ces conversations, il écoutait avec compréhension et pardonnait sa tromperie. Dans d'autres, il restait poliment distant, son intérêt pour elle étant mort au moment où elle avait rejeté son invitation pour un second rendez-vous. Le matin suivant apporta un développement inattendu qui remit la situation financière de Sophie en perspective aiguë. Son propriétaire, M. Bertrand, l'attendait dans le hall quand elle partit pour le travail, son expression portant la détermination sinistre d'un homme qui avait atteint la limite de sa patience. « Mademoiselle Dupont, dit-il sans préambule, nous devons discuter de votre situation. » L'estomac de Sophie chuta, bien qu'elle s'attendait à cette conversation depuis des semaines. « Monsieur Bertrand, je sais que j'ai du retard dans mon loyer, mais... » « 3 mois de retard, interrompit-il, pas méchamment mais avec la fermeté de quelqu'un qui avait entendu trop de promesses et en avait vu trop peu tenues. J'ai été patient, mais j'ai mes propres factures à payer. Vous avez 2 semaines pour remettre le compte à jour, ou je devrais entamer une procédure d'expulsion. Les mots frappèrent Sophie comme un coup physique. 3 mois de loyer totalisé, près de 3 000 €. Une somme qui aurait tout aussi bien pu être 3 millions étant donné ses ressources actuelles. Même avec son salaire à temps partiel et les heures supplémentaires potentielles que Juliette avait offertes, il n'y avait aucun moyen réaliste de réunir une telle somme en 2 semaines. « Je comprends », dit Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. 2 semaines. L'expression de M. Bertrand s'adoucit légèrement.
Écoutez, petite, vous êtes une bonne locataire. Calme, propre, pas de problème. Mais cet immeuble est à loyer contrôlé, ce qui signifie que les marges sont serrées. Je ne peux supporter personne indéfiniment, peu importe à quel point je pourrais le vouloir. Sophie hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Elle comprenait l'économie de sa position, même si elle présageait un désastre pour la sienne. Le service du matin au Café des Artistes passa dans un brouillard de mouvements automatiques et de sourires forcés. Sophie accomplit les gestes du service à la clientèle, pendant que son esprit parcourait des scénarios de plus en plus désespérés. Elle pouvait demander de l'aide à ses parents, mais ils luttaient déjà avec les factures médicales de son père et les dépenses universitaires de son jeune frère. Les avances sur prêts étudiants nécessitaient des mois de paperasse et des processus d'approbation pour lesquels elle n'avait pas le temps. Son compte d'épargne contenait exactement 47,33 €. C'était pendant l'affluence du déjeuner, alors qu'elle chauffait mécaniquement du lait pour ce qui semblait être le 100e latte de la journée, qu'une voix familière la fit lever les yeux de la machine à expresso. Sophie, Thomas Moreau se tenait au comptoir, semblant quelque peu différent de l'homme d'affaires poli qu'elle avait rencontré à l'atelier. Il portait un jean sombre et un simple pull sous un manteau de laine, et ses cheveux montrèrent des signes d'avoir été ébouriffés par le vent de novembre. Le changement le rendait plus abordable, bien que non moins attrayant. Thomas, son nom sortit de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter, portant beaucoup plus de chaleur qu'elle n'avait prévu. « J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ma venue ici, » dit-il, jetant un coup d'œil autour du café avec un intérêt authentique, plutôt que le rejet désinvolte qu'elle aurait pu attendre de quelqu'un habitué à des établissements plus haut de gamme. « J'étais dans le quartier pour une réunion, et je me suis souvenu que vous aviez mentionné où vous travailliez. » Sophie sentit la chaleur monter à ses joues, alors qu'elle réalisait que d'autres clients commençaient à remarquer la conversation. Juliette s'occupait de la caisse, mais ses yeux continuaient de se tourner vers eux avec une curiosité non dissimulée. « Que puis-je vous servir ?» demanda Sophie, se repliant sur les protocoles professionnels pour masquer sa confusion. « Un café, noir », répondit Thomas, puis ajouta avec l'ombre d'un sourire. « Et peut-être quelques minutes de votre temps, si votre emploi du temps le permet. » Sophie jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la caisse. Son service se terminait dans 20 minutes, et la foule du déjeuner commençait à diminuer. Juliette croisa son regard et hocha la tête presque imperceptiblement, un geste qui véhiculait d'une manière ou d'une autre à la fois permission et encouragement. « Je prends ma pause bientôt, » dit Sophie avec précaution. « Si vous voulez attendre, j'aimerais beaucoup. » Thomas trouva une table près de la fenêtre et s'installa avec son café, jetant occasionnellement un coup d'œil dans sa direction, mais pas d'une manière qui la faisait se sentir sous pression ou observée. Au lieu de cela, il semblait content d'observer le rythme du café, sortant parfois son téléphone pour vérifier des messages, mais toujours avec l'air de quelqu'un qui n'avait nulle part de plus important où être. Quand Sophie le rejoignit finalement, elle se sentit intensément consciente de son apparence. Le tablier du café sur ses vêtements simples, ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval pratique, l'odeur persistante d'expresso et de lait chauffé qui s'accrochait à ses mains malgré de fréquents lavages. « Merci de me recevoir », dit Thomas alors qu'elle s'asseyait en face de lui. « Je n'étais pas sûre que vous le feriez. Je suis surprise que vous soyez venu, » répondit honnêtement Sophie. « Après l'autre soir. Vous voulez dire après que vous ayez essayé très fort de me convaincre que vous étiez quelqu'un que vous n'êtes pas ?» Le ton de Thomas ne contenait aucune accusation, seulement un amusement doux. « Je vous l'ai dit, j'étais intéressé à rencontrer la vraie Sophie Dupont. Ceci semble être une bonne opportunité pour le faire. » Sophie se retrouva à étudier son visage, cherchant des signes de condescendance ou de pitié et n'en trouvant aucun. Son expression était ouverte, patiente, sincèrement intéressée, tout comme elle l'avait été au restaurant, mais sans la complication de sa performance se tenant entre eux. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici, » dit-elle finalement. « Que voulez-vous de moi ?» Thomas resta silencieux un moment, considérant ces mots avec le soin qu'elle commençait à reconnaître comme lui étant caractéristique. « Vous souvenez-vous de ce dont nous avons discuté à propos du travail de Victor Hugo ?» La question prit Sophie au dépourvu. « Vous voulez dire son écriture sur la résilience et la dignité ?» « Exactement. Il y a un passage dans Les Misérables où Jean Valjean réfléchit sur la nature des relations authentiques versus artificielles. Il observe que l'authenticité requiert du courage, le courage d'être vu tel que vous êtes vraiment, avec toutes vos forces et vulnérabilités intactes. » Sophie sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Je pense que vous avez montré ce genre de courage l'autre soir, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte. »
continua Thomas. Malgré vos meilleurs efforts pour jouer un rôle, votre vrai moi continuait à se manifester. Votre intelligence quand nous avons discuté de livres, votre gentillesse envers le personnel du restaurant, votre malaise évident avec la tromperie que vous tentiez. J'ai trouvé ces moments d'authenticité bien plus captivants que n'importe quelle performance aurait pu l'être. Ces mots créèrent un curieux mélange de confort et de panique dans la poitrine de Sophie. Du confort, parce qu'il suggérait qu'il avait vu quelque chose de valable en elle malgré les circonstances. De la panique, parce qu'ils impliquaient un niveau de perception et de compréhension qui semblait à la fois excitant et terrifiant. « Vous ne savez rien de mon vrai moi », dit Sophie, plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu. « Vous ne savez pas à quoi ressemble réellement ma vie, quel choix je dois faire juste pour survivre. Vous avez raison, reconnut Thomas. Je sais très peu de votre réalité quotidienne. Mais je sais que vous avez accepté le stratagème de Claire parce que vous aviez besoin d'argent, et je sais que cela vous a rendu profondément mal à l'aise de me tromper. Je sais que vous êtes intelligente et cultivée malgré les contraintes financières auxquelles vous faites face. Et je sais que lorsque vous avez rejeté mon invitation pour un second rendez-vous, ce n'était pas parce que vous me trouviez détestable, mais parce que vous croyiez que nos circonstances rendirent toute relation impossible. » La précision de son évaluation était si surprenante que Sophie se sentit momentanément sans voix. Comment avait-il réussi à voir si clairement à travers sa confusion, jusqu'aux peurs et suppositions qui motivèrent son comportement? Même si tout cela était vrai, dit Sophie doucement, cela ne change pas les faits fondamentaux. Vous êtes... Elle fit un geste impuissant, essayant d'englober le gouffre entre leurs positions. Vous êtes le PDG d'une entreprise prospère. Je ne peux pas me permettre de garder mon appartement. Nous existons dans des mondes complètement différents. Est-ce le cas? Thomas se pencha légèrement en avant, ses yeux gris-vert fixés sur son visage. Nous aimons tous les deux la littérature. Nous valorisons tous les deux l'intelligence et la conversation réfléchie. Nous semblons tous les deux croire que les gens devraient être jugés par leur caractère, plutôt que par leurs circonstances. Ce sont des points communs assez importants. Sophie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une porte qu'elle avait gardée fermement verrouillée contre des possibilités qu'elle ne pouvait pas se permettre d'envisager. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? La voix de Thomas était douce, mais persistante. Et si les complications que nous créons dans nos esprits importaient moins que les connexions que nous ressentons dans la réalité? La question resta suspendue entre eux comme un défi, un que Sophie n'était pas sûre d'être assez courageuse pour accepter. Toute sa vie avait été façonnée par des préoccupations pratiques, par la nécessité de choisir la sécurité plutôt que le désir, la survie plutôt que la satisfaction. L'idée qu'elle pourrait avoir d'autres options, que quelqu'un comme Thomas Moreau pourrait sincèrement vouloir explorer ces options avec elle, semblait à la fois miraculeuse et impossible. « Je dois retourner au travail », dit Sophie, se levant brusquement. Thomas se leva avec elle, son expression compréhensive mais pas vaincue. « Sophie, attendez. » Elle se retourna vers lui, son cœur martelant contre ses côtes. « J'ai une proposition pour vous, » dit-il. « Pas ce que vous pensez, » ajouta-t-il rapidement voyant son expression. « Quelque chose de professionnel, légitime. J'ai besoin d'aide pour un projet dans mon entreprise. Quelqu'un avec votre formation en littérature et votre intelligence évidente. La rémunération serait suffisamment importante pour répondre à vos préoccupations immédiates, et le travail serait temporaire, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas d'obligation ou de complications à long terme. » Sophie le fixa, son esprit tournoyant. « Quel genre de projet ? » Nous développons une stratégie de communication pour un client qui implique l'élaboration de récits complexes pour différents publics. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend comment fonctionne le langage, comment les histoires sont construites, comment toucher les gens émotionnellement tout en maintenant une intégrité intellectuelle. Votre formation académique vous rend parfaite pour ce rôle. L'offre était si inattendue, si précisément adaptée à ses compétences et besoins, que Sophie se demanda si elle pouvait être réelle. « Pourquoi moi ? Vous devez connaître des dizaines de personnes qui pourraient en faire ce genre de travail. Je connais des personnes avec les qualifications techniques, dit Thomas, mais je ne connais personne qui combine cette expertise avec votre combinaison particulière d'intelligence, d'intégrité et de perspicacité. Et franchement, je ne connais personne d'autre qui a autant besoin de l'opportunité que vous. » La dernière partie de sa déclaration piqua, même si Sophie savait qu'il ne le pensait pas ainsi. La vérité était qu'elle avait désespérément besoin de cette opportunité, et ils le savaient tous les deux. La question était de savoir si sa fierté pouvait survivre à l'acceptation d'aide de quelqu'un qu'elle avait essayé de tromper, quelqu'un dont l'intérêt pour elle restait frustrant, difficile à catégoriser. « J'ai besoin d'y réfléchir, »
dit finalement Sophie. Thomas hocha la tête, sortant de son portefeuille une autre carte de visite. Celle-ci avait une écriture au dos, un numéro de téléphone et les mots « portable personnel » écrits en élégante cursive. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin », dit-il, lui offrant la carte. Mais Sophie, ne laissez pas la fierté vous empêcher de prendre une décision qui pourrait changer votre vie pour le mieux. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'accepter de l'aide quand elle est offerte avec des intentions sincères. Alors que Sophie le regardait quitter le café, elle se retrouva à serrer la carte de visite comme une bouée de sauvetage qu'elle n'était pas sûre de mériter de saisir. La partie pratique de son esprit calculait déjà combien d'argent un tel projet pourrait payer, s'il pourrait résoudre sa crise immédiate et lui acheter du temps pour trouver des solutions à long terme. Mais une autre partie d'elle, celle qui s'était sentie véritablement vue et comprise pendant leur conversation au restaurant, se demandait si l'offre de Thomas Moreau concernait plus que des qualifications professionnelles et un emploi temporaire. La possibilité que ce puisse être les deux l'excitait et la terrifiait à parts égales. Debout à la fenêtre du café, regardant sa grande silhouette disparaître dans la foule de piétons, Sophie réalisa que le choix devant elle concernait beaucoup plus qu'accepter ou refuser une offre d'emploi. Il s'agissait de savoir si elle était assez courageuse pour croire que quelqu'un comme Thomas pouvait voir au-delà de ses circonstances quelque chose de valable en dessous, et si elle se faisait assez confiance pour découvrir où cela pourrait mener. La carte de visite semblait chaude dans sa paume, un petit rectangle de possibilités qui portait le poids de décisions qu'elle n'était pas sûre d'être prête à prendre. La décision, quand elle vint finalement à Sophie 3 jours plus tard, arriva non pas par une délibération minutieuse, mais par l'arithmétique brutale du désespoir. Elle avait passé ses jours intermédiaires dans un état de calcul agité, pesant la fierté contre la nécessité, l'indépendance contre l'opportunité, jusqu'à ce que le processus même de réflexion devienne une forme de tourment qui la suivait à travers des nuits sans sommeil et des jours distraits. Ce fut la seconde visite de son propriétaire qui régla l'affaire avec une finalité brutale. Monsieur Bertrand apparut à sa porte le jeudi soir avec des papiers qui firent son estomac se serrer de reconnaissance, des avis d'expulsion formels, tapés sur papier à en-tête officielle qui transformaient sa crise de logement d'une inquiétude abstraite en une réalité immédiate, légale. « Je suis désolé, Sophie, » dit-il, et elle pouvait voir qu'il le pensait sincèrement. « Mais je ne peux plus attendre. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. » Après son départ, Sophie s'assit dans son appartement entourée des débris de sa vie soigneusement construite et fit face à la certitude mathématique de sa situation. Son compte courant contenait 38 €. Ses cartes de crédit étaient au maximum à cause d'urgences précédentes. Ses parents, qu'ils soient bénis, avaient déjà étiré leurs modestes ressources pour aider son jeune frère à traverser sa première année d'université. Elle pourrait dormir sur les canapés d'amis pendant quelques nuits, peut-être. Mais aucun d'entre eux n'était en position d'offrir des solutions à long terme. La carte de visite de Thomas gisait sur sa table de cuisine comme un petit drapeau blanc de capitulation, et Sophie réalisa que la fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle composa le numéro qu'il avait écrit au dos, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle composait. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. « Sophie ». Il semblait content mais pas surpris, comme s'il s'attendait à son appel. « Comment saviez-vous que c'était moi ? J'espérais que ce serait vous. » Il y avait une chaleur dans sa voix qui faisait que quelque chose de serré dans la poitrine de Sophie commençait à se détendre. « Je suppose que vous avez considéré mon offre. J'aimerais en savoir plus, » dit Sophie prudemment. « Le projet, je veux dire. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement ? Pourquoi ne pas en discuter autour d'un dîner demain soir, quelque part de calme où nous pourrons parler correctement ?» L'impulsion initiale de Sophie fut de suggérer de se rencontrer à son bureau à la place, pour garder leur interaction strictement professionnelle. Mais la vérité était qu'elle n'aurait nulle part où vivre après samedi, et la perspective de maintenir des limites professionnelles semblait absurde, étant donné les circonstances. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais quelque part, moins cher que l'atelier. » Le rire de Thomas était doux, compréhensif. « Je connais l'endroit parfait. » Le restaurant qu'il choisit était un petit établissement italien dans le quartier latin, le genre d'endroit où les tables étaient rapprochées et les conversations menées en murmures confortables plutôt qu'en présentation formelle. Sophie arriva tôt, en partie par nervosité et en partie parce qu'elle avait passé l'après-midi à emballer ses affaires dans des boîtes qui se trouvaient maintenant empilées dans son appartement bientôt ancien, comme des monuments à son déplacement. Quand Thomas arriva, il semblait différent encore, plus détendu qu'il ne l'avait été au café,
portant un jean foncé et un pull marine qui faisait paraître ses yeux plus verts que gris. Il la salua d'un bref contact à l'épaule, un geste qui semblait à la fois rassurant et d'une certaine manière intime dans sa simplicité. « Merci d'être venu », dit-il alors qu'ils s'installèrent dans leur siège. « Je sais que cette situation est compliquée. Compliquée est une façon de le dire, » répondit Sophie, acceptant le vin qu'il offrait. « Je dois être honnête avec vous, Thomas. Je ne suis pas en position de prendre des décisions basées sur ce que je veux. J'ai besoin de ce travail, quel qu'il soit, parce que je suis expulsé samedi et que je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Elle s'était attendue à ce que l'admission soit humiliante, mais l'expression de Thomas ne contenait aucun jugement, seulement le genre d'attention concentrée qu'elle commençait à reconnaître comme sa réponse à l'information qu'il considérait importante. « Je suis désolé que vous fassiez face à cela, » dit-il simplement. « Ça doit être effrayant. » La sympathie dans sa voix était presque plus difficile à supporter que la condescendance ne l'aurait été. Sophie s'était blindée contre la pitié et le dédain, mais la préoccupation sincère de Thomas passa ses défenses avec une efficacité dévastatrice. « Ça l'est, » admit-elle doucement. « Je continue à penser que je devrais être meilleure à cela, à gérer mes finances, à prendre des décisions pratiques, à ne pas me retrouver dans des situations comme celle-ci. » Sophie, Thomas se pencha en avant, sa voix portant une conviction tranquille. « Les circonstances auxquelles vous faites face ne sont pas un reflet de votre intelligence ou de votre valeur en tant que personne. L'économie est structurée de manière qui rende la stabilité financière de plus en plus difficile pour les personnes dans votre position, indépendamment de leur talent ou effort. » Ces mots portaient le poids de quelqu'un qui avait clairement réfléchi profondément à de telles questions, et Sophie se retrouva à se demander combien d'autres personnes dans sa situation il avait rencontrées à travers son travail ou sa philanthropie. « Parlez-moi du projet, » dit-elle, ayant besoin de déplacer la conversation vers des questions pratiques avant que ses émotions ne deviennent ingérables. L'expression de Thomas devint plus animée alors qu'il commençait à expliquer. « Nous avons été engagés par une fondation qui fournit des microcrédits aux femmes entrepreneurs dans les pays en développement. Ils veulent complètement refondre leur stratégie de communication. Comment ils racontent les histoires des femmes qu'ils servent, comment ils présentent leur mission aux donateurs potentiels, comment ils démontrent l'impact de manières à la fois émotionnellement convaincantes et intellectuellement rigoureuses. » Sophie sentit son intérêt s'éveiller malgré son épuisement émotionnel. Quel genre d'histoire essaie-t-il de raconter ? C'est exactement la bonne question, dit Thomas, ses yeux s'illuminant. Ils ont des données incroyables sur des femmes qui ont utilisé de petits prêts pour démarrer des entreprises qui transforment la situation économique de leur famille. Mais les présentations actuelles sont sèches, statistiques, impersonnelles. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend comment élaborer des récits, qui honore la complexité et la dignité des expériences de ces femmes, tout en rendant leur lutte et leur succès accessibles aux donateurs qui n'ont peut-être jamais fait face à de tels défis eux-mêmes. Plus Thomas expliquait, plus Sophie se retrouvait véritablement enthousiaste à propos du travail. Il combinait sa formation académique en littérature avec des questions sociales qui lui tenaient profondément à cœur, et il offrait la possibilité de contribuer à quelque chose de significatif plutôt que de simplement survivre de chèque de paie en chèque de paie. Le poste serait basé sur un contrat, continua Thomas, initialement pour 3 mois, avec la possibilité d'extension si le travail se passe bien. La rémunération serait de 15 000 € par mois. Sophie faillit s'étrangler avec son vin. 45 000 € pour 3 mois de travail était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu en un seul endroit, plus du double de ce qu'elle avait gagné l'année précédente en combinant emploi à temps partiel et allocation d'assistanat universitaire. « Cela semble excessif, parvint-elle à dire. « C'est compétitif pour quelqu'un avec vos qualifications faisant ce niveau de travail, » répondit Thomas comme un fait. « Et cela reflète la valeur que je m'attends à ce que vous apportiez au projet. » Sophie le fixa à travers la table, essayant de traiter non seulement les implications financières de son offre, mais la confiance qu'elle représentait. Il proposait de lui payer plus d'argent que la plupart des gens ne gagnaient en un an, pour un travail qui, bien que clairement important, était essentiellement non testé en ce qui concernait ses capacités. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi êtes-vous prêt à prendre un tel risque sur quelqu'un que vous connaissez à peine ?» Thomas resta silencieux un moment, considérant son verre de vin avec la même attention concentrée qu'il apportait à tout le reste. Quand il leva les yeux vers elle, son expression contenait une vulnérabilité qui fit s'accrocher le souffle de Sophie. « Parce que j'ai passé la semaine dernière incapable d'arrêter de penser à vous, » dit-il simplement. « Pas à cause des circonstances de notre rencontre, mais à cause de qui vous vous êtes révélé être malgré ces circonstances. Vous avez une combinaison d'intelligence,
d'empathie et de résilience que je trouve extraordinaire. L'honnêteté de sa déclaration créa un silence qui semblait s'étendre autour d'eux, rempli d'implications que Sophie n'était pas sûre que l'un ou l'autre d'entre eux soit prêt à explorer pleinement. « Cette offre d'emploi, dit Sophie avec précaution, est-elle légitime ou est-ce quelque chose d'autre déguisé en opportunité professionnelle ? Elle est complètement légitime, répondit Thomas sans hésitation. La fondation est réelle, le projet est réel, et le travail doit être fait indépendamment de tout intérêt personnel que je pourrais avoir pour la personne qui le fait. Mais je ne vous mentirai pas, Sophie. J'espère que travailler ensemble pourrait nous donner l'opportunité de mieux nous connaître, de voir si ce que j'ai ressenti durant notre première conversation était le début de quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. Sophie se sentit se tenir à un carrefour qui semblait n'offrir que des chemins incertains en avant. Elle pouvait accepter l'offre de Thomas et risquer de compromettre son indépendance, son équilibre émotionnel et possiblement son intégrité professionnelle, ou elle pouvait la rejeter et faire face à l'itinérance avec la dignité qui lui restait. « Si je prenais ce poste, dit-elle lentement, quels seraient les arrangements de travail? Où serais-je censé travailler? Les bureaux de la Fondation sont à la Défense, mais la plupart des recherches initiales et de l'écriture pourraient être faites à distance. Nous devrions nous rencontrer régulièrement pour discuter des progrès et de la stratégie, mais le travail quotidien serait assez flexible. Et le logement? La question lui échappa avant que Sophie ne puisse l'arrêter, révélant le désespoir qu'elle avait essayé de cacher. L'expression de Thomas devint douce. « Je possède un immeuble à Saint-Germain-des-Prés, avec plusieurs appartements meublés que je garde disponibles pour des logements temporaires, cadres en visite, consultants travaillant sur des projets prolongés, ce genre de choses. L'un d'entre eux serait disponible pour vous pour la durée du contrat. » L'offre était si précisément adaptée à ses besoins que Sophie sentit une suspicion familière monter dans sa poitrine. Comme c'est pratique. Sophie, la voix de Thomas portait une note de fermeté tranquille. Je comprends pourquoi vous pourriez être sceptique, mais j'ai besoin que vous croyiez que mon intérêt pour vous n'est pas basé sur votre vulnérabilité financière. Je suis attiré par votre esprit, votre caractère, votre force. Le fait que vous fassiez face à des difficultés économiques ne diminue pas ces qualités. Si quoi que ce soit, cela démontre à quel point vous êtes remarquable d'avoir maintenu votre intégrité et votre intelligence malgré le stress que vous avez enduré. Ces mots créèrent un mélange complexe de gratitude et de résistance dans la poitrine de Sophie. Une partie d'elle voulait désespérément croire que quelqu'un pourrait la voir comme plus que ses circonstances, pourrait la valoriser pour des qualités qui transcendaient le solde de son compte bancaire. Mais une autre partie restait méfiante d'accepter une aide qui semblait trop parfaitement chronométrée, trop généreusement offerte. « J'ai besoin d'y réfléchir », dit Sophie, bien qu'ils savaient tous deux que ses options étaient limitées. « Bien sûr », répondit Thomas. « Mais Sophie, quelle que soit votre décision concernant les aspects personnels de cette situation, s'il vous plaît, ne laissez pas la fierté vous empêcher d'accepter un travail qui pourrait véritablement faire avancer votre carrière. La fondation avec laquelle vous travailleriez a des connexions dans tout le secteur à but non lucratif. Un projet réussi avec eux pourrait ouvrir des portes à des opportunités qui vous donneraient la stabilité financière dont vous avez besoin pour faire des choix basés sur ce que vous voulez plutôt que ce que vous pouvez vous permettre. » La conversation passa à des sujets moins chargés après cela, des livres qu'ils avaient tous deux lus, des endroits où ils avaient voyagé, la culture particulière de Paris, qui rendait l'intimité entre étrangers à la fois plus facile et plus compliquée qu'elle ne l'était ailleurs. Sophie se retrouva à se détendre malgré son trouble émotionnel, rappelée une fois de plus du don de Thomas pour la faire se sentir écoutée et comprise. Quand ils se séparèrent à l'extérieur du restaurant, Thomas ne fit aucune tentative pour la presser de prendre une décision immédiate, bien qu'ils sachent tous deux que le temps était compté. « Quoi que vous décidiez, dit-il, je veux que vous sachiez que je pensais ce que j'ai dit à propos de votre valeur, n'ayant rien à voir avec vos circonstances. Vous êtes remarquable, Sophie, et j'espère qu'un jour vous serez en position de vous voir comme je vous vois. » Sophie marcha jusqu'à son appartement à travers la soirée de novembre, son esprit bouillonnant de questions et de possibilités. La partie pratique d'elle savait que l'offre de Thomas représentait le salut de sa crise immédiate et une opportunité de croissance professionnelle qui pourrait ne jamais se représenter. Mais la partie émotionnelle restait terrifiée d'accepter l'aide de quelqu'un dont l'intérêt pour elle semblait transcender le strictement professionnel. Son appartement, quand elle l'atteignit, semblait un musée de sa vie antérieure. Des boîtes emballées et étiquetées, des meubles poussés contre les murs,
les preuves accumulées de ses tentatives d'indépendance et de stabilité réduites à des composants portables. Elle s'assit parmi les conteneurs qui tenaient en ses livres, ses vêtements, ses petits trésors, et essaya d'imaginer un futur qui ne serait pas défini par l'anxiété constante de ne pas avoir assez. L'offre de Thomas résoudrait certainement ses problèmes immédiats, mais elle la placerait également dans une position de dépendance qui semblait à la fois exaltante et terrifiante. Travailler pour lui, vivre dans un logement qu'il fournissait, accepter une rémunération qui dépassait tout ce qu'elle avait gagné par elle-même, cela représentait une sorte de capitulation qui remettait en question tout ce qu'elle avait cru à propos du maintien de son autonomie. Pourtant, alors que Sophie était assise entourée des preuves de son déplacement, elle commença à se demander si l'indépendance valait la peine d'être préservée, si cela venait au prix de l'opportunité, de la croissance et de la possibilité d'une connexion authentique avec quelqu'un qui semblait la comprendre de manière qu'elle se comprenait à peine elle-même. La carte de visite reposait sur sa table de cuisine où elle l'avait laissée, et alors que minuit approchait, Sophie se retrouva à tendre la main vers son téléphone avec un mélange de résignation et d'anticipation qui ressemblait remarquablement à de l'espoir. « Thomas ?» dit-elle quand il répondit, sa voix alerte malgré l'heure. « Je suis là. J'aimerais accepter votre offre, » dit Sophie, les mots émergeant avec une fermeté surprenante. À la fois l'opportunité professionnelle et l'arrangement de logement. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Quoi donc? Je ne fais pas cela parce que je suis reconnaissante ou parce que je pense que je vous dois quelque chose. Je le fais parce que c'est la meilleure option disponible pour moi en ce moment et parce que le travail semble véritablement significatif. Mais s'il y a des attentes au-delà de la portée professionnelle du projet, il n'y en a pas, interrompit doucement Thomas. La seule attente que j'ai est que vous apporterez votre intelligence et créativité à un travail qui compte. Tout ce qui pourrait se développer entre nous sera entièrement séparé de vos obligations professionnelles. Sophie sentit quelque chose de serré dans sa poitrine, commençait finalement à se desserrer. Quand commençons-nous? Que diriez-vous de lundi matin? Cela vous donne le week-end pour vous installer dans l'appartement et commencer à vous familiariser avec les documents actuels de la fondation. Lundi matin, répéta Sophie, les mots portant le poids d'un nouveau départ qu'elle n'était pas entièrement sûre d'être prête à affronter. Sophie? La voix de Thomas était douce dans son oreille. Merci de me faire confiance avec cette opportunité. Je pense que vous allez faire un travail extraordinaire. Après avoir raccroché, Sophie s'assit dans son appartement à moitié emballée et essaya de traiter ce à quoi elle venait de s'engager. En acceptant l'offre de Thomas, elle avait choisi la possibilité plutôt que la fierté, l'opportunité plutôt que l'indépendance, l'inconnu plutôt que la certitude familière de la lutte. La décision semblait à la fois terrifiante et libératrice, comme marcher sur un terrain solide dans un espace qui pourrait la porter ou non. Mais pour la première fois en des mois, Sophie se retrouva à regarder vers un futur qui offrait plus que la simple survie. Un futur dans lequel son intelligence et son éducation pourraient réellement être valorisées, dans lequel ses contributions pourraient compter, dans lequel quelqu'un voyait son potentiel plutôt que simplement ses problèmes. Si ce futur incluait Thomas Moreau dans une capacité au-delà du professionnel restait à voir. Mais alors que Sophie commençait le processus d'empacter sa vie dans des boîtes qui voyageraient vers un appartement qu'elle n'avait jamais vu, financé par un travail qu'elle devait encore commencer, elle sentit le remous inhabituel de quelque chose qui aurait pu être de l'anticipation. Le changement arrivait, qu'elle soit prête ou non, et peut-être, après des mois de lutte juste pour rester à flot, était-elle finalement préparée à découvrir où le courant pourrait l'emmener si elle arrêtait de lutter contre lui assez longtemps pour voir où il menait. L'appartement que Thomas avait arrangé pour Sophie était situé dans un immeuble en pierre de taille sur le boulevard Saint-Germain, dans un quartier où les trottoirs bordés d'arbres parlaient de prospérité tranquille et du genre de stabilité qu'elle n'avait jamais connu. Quand le concierge, un vrai concierge, lui remit les clés le samedi matin, Sophie eut l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, essayant des circonstances qui appartenaient à une version différente d'elle-même. L'appartement lui-même était une révélation d'élégance discrète. 2 chambres, parquet au sol, fenêtres qui faisaient face à l'est vers le jardin du Luxembourg, des meubles qui parvenaient à être à la fois confortables et sophistiqués. La cuisine contenait des appareils que Sophie n'avait vus que dans des magazines, et la salle de bain présentait une baignoire sur pied qui semblait conçue pour le genre de rituel de bain luxueux qu'elle n'avait jamais eu le temps ou l'espace d'envisager. Debout dans le salon avec ses boîtes empilées autour d'elle comme des monuments en carton au déplacement, Sophie éprouva une désorientation si profonde qu'elle frôlait le vertige.
3 jours plus tôt, elle faisait face à l'itinérance. Maintenant, elle se retrouvait entourée de beauté et de confort qui dépassaient tout ce qu'elle avait osé imaginer pour elle-même. La transition semblait irréelle, temporaire, comme si elle gardait la maison pour quelqu'un qui pourrait revenir à tout moment pour reprendre sa place légitime. Elle déballa ses maigres possessions avec une révérence soigneuse, ses livres usés paraissant presque miteux contre les étagères intégrées, sa garde-robe modeste perdue dans le placard expansif comme un murmure dans une cathédrale. C'était en arrangeant ses affaires dans la chambre que Sophie découvrit que l'attention aux détails de Thomas s'étendait au-delà du simple hébergement. Le bureau placé stratégiquement près de la fenêtre était exactement à la bonne hauteur pour une écriture confortable. Les étagères contenaient des œuvres d'auteurs dont ils avaient discuté. Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, aux côtés de fictions contemporaines et de volumes sur le développement international qui se rapportaient directement au projet qu'elle allait entreprendre. Une note manuscrite glissée entre les pages d'un exemplaire des Misérables qui semblait suspicieusement neuf fit s'accrocher le souffle de Sophie dans sa gorge. « Sophie, j'espère que cet espace vous procurera à la fois confort et inspiration. Les livres sont à vous, quelle que soit la durée de votre séjour ici. J'ai pensé que vous pourriez apprécier d'avoir vos propres exemplaires d'œuvres qui vous tiennent manifestement à cœur. J'ai hâte de collaborer avec vous. » Le geste était si attentionné, si précisément calibré à ses intérêts et besoins, que Sophie se retrouva assise sur le lit avec la note dans ses mains, submergée par des émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait catégoriser. De la gratitude, certainement, mais aussi quelque chose de plus complexe. Une reconnaissance que Thomas avait prêté attention non seulement à ses circonstances immédiates, mais à qui elle était en tant que personne, ce qui comptait pour elle, ce qui pourrait lui apporter de la joie. Le dimanche passa dans un brouillard de préparation et d'anxiété. Sophie passa des heures à lire les documents que Thomas avait fournis sur la Fondation Horizon, l'organisation dont elle allait revoir la stratégie de communication. Le travail était exactement comme il l'avait décrit, important, complexe, exigeant à la fois une pensée analytique et une expression créative. Elle se retrouva véritablement excitée par le défi, ce qui la rendait d'une certaine manière nerveuse, de décevoir des attentes qu'elle n'était pas entièrement sûre de pouvoir satisfaire. Le lundi matin arriva avec la clarté nette de novembre à Paris, et Sophie s'habilla avec un soin inhabituel, sélectionnant des vêtements qui trouvaient le juste équilibre entre compétences professionnelles et authenticité personnelle. Elle avait passé suffisamment de temps dans des cadres académiques pour comprendre l'importance de l'apparence dans l'établissement de la crédibilité, mais Thomas l'avait vue à son moment le plus vulnérable, et elle ne ressentait aucun désir de construire des façades élaborées pour son bénéfice. Les bureaux de la Fondation Horizon occupaient 3 étages d'un immeuble à La Défense, et Sophie fut immédiatement frappée par l'atmosphère d'énergie déterminée qui semblait imprégner l'espace. Les murs présentaient des photographies et des histoires du monde entier, des femmes en tissu coloré se tenant fièrement à côté de petites entreprises qu'elles avaient construites avec le soutien de microcrédits, des enfants fréquentant des écoles financées par les profits des entreprises maternelles, des communautés transformées par des opportunités économiques qui avaient été auparavant inimaginables. Thomas la rencontra dans la salle de conférence principale de la Fondation, accompagnée par Dr Émilie Dubois, la directrice exécutive de l'organisation. Dr Dubois était une femme dans la cinquantaine avec des yeux intelligents et le genre de présence qui suggérait à la fois chaleur et compétence formidables. Sa poignée de main était ferme, son sourire authentique, et Sophie sentit immédiatement que c'était quelqu'un dont le respect vaudrait la peine d'être gagné. « Mademoiselle Dupont, dit Dr Dubois, Thomas m'a dit des choses remarquables sur votre parcours et vos idées. Je me réjouis vraiment de travailler avec vous. » La matinée fut consacrée à des briefings intensifs sur le travail actuel de la Fondation, leurs défis de financement et leurs besoins spécifiques en communication. Sophie écouta avec une fascination croissante alors que Dr Dubois décrivait les femmes qu'il servait, des agricultrices qui avaient utilisé des prêts de 50 € pour acheter des graines qui doublèrent leur récolte, des couturières qui avaient construit des entreprises de confection qui employaient des quartiers entiers, des entrepreneurs qui avaient transformé de petites sommes de capital en entreprises qui sortaient à leur famille de la pauvreté. Le problème auquel nous sommes confrontés, expliqua Dr Dubois, est que nos donateurs veulent des histoires qui sont à la fois inspirantes et crédibles. Ils veulent se sentir émotionnellement connectés aux femmes que nous servons, mais ils veulent aussi des preuves concrètes que leurs contributions font des différences mesurables.
Trouver cet équilibre s'est avéré difficile. Sophie se retrouva à se pencher en avant, sa formation académique s'engageant avec le problème pratique à portée de main. « Quel type d'histoire racontez-vous actuellement » Dr Dubois échangea un regard avec Thomas avant de faire glisser un dossier à travers la table. « Voyez par vous-même. » Les documents que Sophie examina étaient produits avec compétence, mais émotionnellement stériles, des statistiques sans contexte, des histoires de réussite réduites à des points, des photographies qui semblaient mises en scène et impersonnelles. Elle pouvait comprendre pourquoi les donateurs potentiels pourraient avoir du mal à se connecter avec de telles présentations, malgré l'importance évidente du travail décrit. « Et si » dit Sophie lentement, son esprit commençant déjà à travailler à travers les possibilités, au lieu de présenter le succès comme un simple récit avant-après, nous nous concentrions sur la complexité du choix et de la prise de décision que ces femmes naviguent chaque jour, le courage qu'il faut pour risquer le peu que vous avez sur la possibilité de quelque chose de meilleur. Les yeux de Thomas s'illuminèrent, et Sophie ressentit un frisson familier d'avoir articulé quelque chose qui résonnait avec lui. Continuez. La plupart des gens, surtout ceux avec une sécurité financière, ne peuvent pas vraiment comprendre ce que signifie prendre des décisions économiques, quand l'échec pourrait signifier que vos enfants ne mangent pas. Mais ils peuvent comprendre le courage, la détermination, le poids de la responsabilité pour le bien-être d'autres personnes. Si nous pouvons les aider à voir ces femmes comme des êtres humains semblables, faisant face à des choix impossibles, avec une grâce extraordinaire, plutôt que comme des bénéficiaires de charité, vous créeriez de l'identification plutôt que de la pitié, termina Dr Dubois, son expression s'animant. Faire voir aux donateurs eux-mêmes dans les situations de ces femmes. Comprendre que la différence entre succès et échec se résume souvent à l'accès à l'opportunité plutôt qu'à la vertu personnelle. Sophie hocha la tête, ressentant l'excitation qui venait avec la collaboration intellectuelle à son meilleur. Et si nous pouvons faire cela authentiquement, sans sentimentalité ou condescendance, nous créons la connexion émotionnelle qui inspire la générosité, tout en maintenant le respect que ces femmes méritent. La conversation continua pendant encore 2 heures, parcourant la théorie narrative, la sensibilité culturelle, l'éthique de la représentation et les considérations pratiques de la psychologie des donateurs. Sophie se retrouva dans son élément, puisant dans des années de formation académique tout en s'engageant avec des applications du monde réel qui semblaient immédiatement significatives. Ce n'est que lorsqu'ils firent une pause pour le déjeuner que Sophie réalisa à quel point elle était naturellement tombée dans la collaboration professionnelle avec Thomas, à quel point leur relation de travail semblait compléter sans heurts leur dynamique personnelle. Il écoutait ses idées avec la même attention concentrée qu'il avait montrée au dîner, offrait des perspectives qui s'appuyaient sur ses suggestions plutôt que de rivaliser avec elle, et démontrait un respect pour son expertise qui la faisait se sentir véritablement valorisée comme collègue. « J'aimerais que vous passiez le reste de la semaine à examiner nos documents actuels et communication avec les donateurs, dit Dr Dubois, alors qu'il se préparait à partir. Lundi prochain, nous discuterons de vos recommandations initiales pour des changements stratégiques. Sophie accepta, se sentant à la fois stimulée par le travail à venir et légèrement dépassée par la responsabilité qu'elle acceptait. Alors qu'il quittait les bureaux de la fondation, Thomas se mit à marcher à côté d'elle, sa présence confortable et familière malgré la nouveauté de leur arrangement professionnel. « Comment vous sentez-vous jusqu'à présent » demanda-t-il alors qu'ils attendaient pour l'ascenseur. « Intimidé » admit honnêtement Sophie, mais excitée. C'est exactement le genre de travail que j'espérais pouvoir faire un jour. Significatif, intellectuellement stimulant, nécessitant à la fois une pensée analytique et créative. J'espère seulement pouvoir être à la hauteur des attentes. Le sourire de Thomas était chaleureux, encourageant. Sophie, vous venez de passer 2 heures à démontrer des idées que ni Dr Dubois ni moi n'avions articulées, malgré des mois de réflexion sur ces problèmes. J'ai une confiance totale en vos capacités. L'ascenseur arriva, et alors qu'il descendait vers le hall, Sophie se retrouva intensément consciente de la présence de Thomas à côté d'elle, la compétence tranquille qu'il projetait, la façon dont il avait facilité sans heurts son intégration dans le projet, le respect qu'il avait montré pour ses contributions sans jamais sembler condescendant ou protecteur. « Merci », dit-elle alors qu'ils atteignaient la rue, « pour l'opportunité, pour l'introduction à Dr Dubois pour me faire confiance avec quelque chose d'aussi important. Merci d'avoir pris le risque, » répondit Thomas. « Je sais qu'accepter de l'aide n'est pas facile pour vous, surtout dans ces circonstances. » Il se tenait sur le trottoir devant l'immeuble de la fondation,
entourée par le chaos contrôlé de la défense en milieu de journée, et Sophie se retrouva réticente à terminer leur interaction. L'aspect professionnel de leur relation semblait solide, ancré dans le respect mutuel et l'engagement partagé pour un travail significatif. Mais sous cette fondation, elle sentait des courants de connexion personnelle qui restaient largement inexplorés. « Aimeriez-vous dîner quelque part cette semaine ?» demanda Thomas, comme s'il lisait ses pensées. « Pour discuter du projet, certainement, mais aussi pour continuer la conversation que nous avons commencée au restaurant, sans les complications du sabotage de rendez-vous arrangés ou des négociations d'emploi. » Sophie sentit son pouls accélérer. L'invitation était clairement personnelle aussi bien que professionnelle, une reconnaissance que leur connexion transcendait les limites de leur relation de travail. L'accepter signifierait entrer sur un territoire qui semblait à la fois excitant et dangereux, la possibilité d'une intimité authentique, avec quelqu'un dont l'intérêt pour elle restait quelque peu mystérieux, malgré sa sincérité apparente. « J'aimerais beaucoup », s'entendit-elle dire, les mots émergeant avec une stabilité surprenante. « Mercredi soir, il y a un endroit dans le quartier latin que je pense que vous apprécieriez. Bonne nourriture, assez calme pour une conversation, le genre d'atmosphère qui encourage l'honnêteté plutôt que la performance. » Sophie sourit à la dernière partie, se souvenant de leur première soirée désastreuse. Mercredi semble parfait. Ils se séparèrent à l'entrée du métro, Thomas se dirigeant vers le nord, vers son bureau, tandis que Sophie retournait à l'appartement qui semblait toujours être la vie de quelqu'un d'autre. Mais alors qu'elle s'installait pour commencer son examen des documents de la Fondation, Sophie se retrouva à attendre mercredi avec une anticipation qui n'avait rien à voir avec l'obligation professionnelle et tout à voir avec la certitude croissante que Thomas Moreau était différent de quiconque elle avait jamais connu. Le travail l'absorba complètement pour le reste de la semaine. Sophie étala les documents de la Fondation sur la table à manger, créant des systèmes organisationnels qui lui permettaient de tracer des modèles dans leur stratégie de communication actuelle, d'identifier des lacunes dans leurs approches narratives et de commencer à formuler des recommandations pour un storytelling plus efficace. Plus elle en apprenait sur les femmes que la Fondation servait, plus elle était convaincue que l'organisation sous-vendait à la fois la complexité de leurs clients et la capacité de compréhension de leurs donateurs. Les documents actuels présentaient des histoires de réussite simplifiées qui, bien qu'inspirantes, ne parvenaient pas à capturer la réalité nuancée de comment l'autonomisation économique fonctionnait réellement en pratique. Sophie commença à ébaucher des approches alternatives qui honoraient l'intelligence et la sophistication des deux audiences. Des communications aux donateurs qui respectaient la capacité des lecteurs à comprendre la complexité tout en créant des connexions émotionnelles basées sur l'humanité partagée plutôt que sur la pitié charitable. Elle travaillait avec l'intensité de quelqu'un qui avait finalement trouvé un travail qui semblait être une vocation plutôt qu'une nécessité, oubliant souvent de manger ou de dormir jusqu'à ce que les besoins physiques deviennent impossibles à ignorer. Au mardi soir, elle avait rempli 2 cahiers d'idées et d'ébauches, créé des tableaux élaborés cartographiant les stratégies de messagerie actuelles par rapport aux améliorations potentielles et développé ce qui semblait être la fondation d'une refonte complète de la communication. La perspective de présenter ses idées à Thomas et Dr. Dubois l'excitait et la terrifiait à la fois. Mais Sophie se retrouvait véritablement enthousiaste à propos du travail d'une manière qu'elle n'avait pas expérimentée depuis ses premiers jours d'études supérieures. C'est en se préparant pour le lit mardi soir que Sophie réalisa à quel point sa vie avait changé en l'espace d'une seule semaine. 7 jours auparavant, elle faisait face à l'itinérance et à la stagnation professionnelle. Maintenant, elle se retrouvait à vivre dans un bel environnement, engagée dans un travail significatif et anticipant un dîner personnel avec un homme qui continuait à la surprendre par sa combinaison d'intelligence, d'intégrité et de profondeur inattendue. La transformation semblait presque trop dramatique pour être réelle, comme si elle pouvait se réveiller à tout moment pour se retrouver dans ses circonstances antérieures. Mais les cahiers remplis de son écriture, le lit confortable dans lequel elle dormait, la vue des rues bordées d'arbres depuis la fenêtre de sa chambre, tout témoignait de la réalité du changement qui avait semblé impossible quelques jours auparavant. Le mercredi arriva avec Sophie, se sentant simultanément préparée et complètement non préparée pour ce que la soirée pourrait apporter. Elle avait certainement des accomplissements professionnels à discuter, mais elle se retrouvait aussi curieuse à propos de Thomas, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Ce qui avait façonné ses perspectives sur la justice sociale, ce qu'il lisait quand il ne pensait pas à la stratégie d'entreprise, quel type d'expérience lui avait appris à voir le potentiel chez des personnes que d'autres pourraient négliger.
Alors qu'elle s'habillait pour le dîner, sélectionnant des vêtements qui lui semblaient authentiquement les siens plutôt que calculés pour l'effet, Sophie aperçut son reflet dans le miroir de la chambre et fut surprise par ce qu'elle vit. Le visage qui la regardait portait une expression qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Alerte, engagée, pleine d'espoir d'une manière qu'elle ne s'était pas permise d'être depuis des mois. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait des possibilités devant elle plutôt que simplement des problèmes à résoudre. Cette réalisation était à la fois exaltante et légèrement effrayante, car elle suggérait qu'accepter l'offre de Thomas avait changé plus que sa situation de vie et son statut d'emploi. Cela avait commencé à changer sa relation avec son propre avenir, son sentiment de ce qui pourrait être possible si elle pouvait trouver le courage de le poursuivre. Le restaurant que Thomas avait choisi était exactement comme il l'avait décrit, intime sans être romantique, confortable sans être décontracté, le genre d'endroit qui encourageait la conversation authentique plutôt que la performance ou le prétexte. Sophie arriva précisément à l'heure, se sentant à la fois nerveuse et désireuse de découvrir ce qu'il pourrait avoir à se dire lorsque les contraintes de la nécessité professionnelle et du désespoir financier seraient temporairement mises de côté. Thomas était déjà assis quand elle arriva, et son sourire de plaisir sincère en la voyant fit le cœur de Sophie exécuter une accélération inconfortable. Il se leva à son approche, et elle se retrouva à remarquer des détails que l'interaction professionnelle l'avait empêché d'enregistrer pleinement. La façon dont ses yeux se plissaient légèrement quand il souriait, l'économie élégante de ses mouvements, le sens d'attention concentré qu'il apportait à tout, y compris à elle. « Vous êtes ravissante », dit-il simplement, et Sophie sentit la chaleur monter à ses joues parce que le compliment semblait sincère plutôt que superficiel. « Merci », répondit-elle, s'installant dans sa chaise et essayant de calmer son pouls. « Je dois dire que cela semble étrange. Étrange en bien, mais étrange. » « Étrange comment ?» Sophie considéra la question pendant qu'ils commandèrent du vin, cherchant un langage qui pourrait capturer la complexité de son expérience sans révéler plus de vulnérabilité que ce qui semblait sûr. « Il y a une semaine, vous étiez un étranger que j'étais censé saboter. Maintenant, vous êtes mon employeur, mon propriétaire et apparemment mon compagnon de dîner. Toute la situation défie chaque catégorie que j'utilise pour organiser les relations avec les autres personnes. » Le rire de Thomas était chaleureux, compréhensif. Je peux voir comment cela pourrait être déroutant. Pour ce que ça vaut, je me retrouve également en territoire inexploré. Comment ça? Je n'ai jamais embauché quelqu'un pour qui j'avais un intérêt romantique. Je n'ai jamais offert de logement à une femme que je connaissais à peine. Je ne me suis certainement jamais retrouvé aussi investi dans le succès professionnel de quelqu'un quand ma motivation première est une fascination personnelle. Thomas fit une pause, semblant considérer ses mots soigneusement. Vous avez également perturbé mes catégories habituelles, Sophie. La question est de savoir si nous pouvons en créer de nouvelles qui fonctionnent pour nous deux. L'admission resta suspendue entre eux comme un pont attendant d'être traversé, et Sophie sentit le poids de la décision se poser à nouveau sur ses épaules. L'honnêteté de Thomas exigeait une franchise égale en retour, mais elle se retrouvait à lutter pour articuler des sentiments qui semblaient de changer et se transformer même alors qu'elle les examinait. « Je ne sais pas comment naviguer dans cette situation », dit-elle finalement. « J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte concentrée sur la survie. Payer le loyer, payer pour l'école, garder la tête hors de l'eau financièrement. L'idée de poursuivre quelque chose simplement parce que cela semble juste, parce que cela me rend heureuse, est si étrangère que je ne suis pas sûr de faire confiance à mes propres instincts. » Thomas se pencha légèrement en avant, son expression intense, mais patiente. « Que vous disent vos instincts ?» Sophie prit une profonde inspiration, reconnaissant qu'elle se tenait à un autre carrefour, celui-ci encore plus significatif que la décision d'accepter son offre d'emploi. « Ils me disent que vous êtes différent de quiconque j'ai jamais rencontré, que lorsque je parle avec vous, je me sens comme la version la plus intelligente et capable de moi-même, que votre respect pour mon travail compte pour moi d'une manière qui va au-delà de la validation professionnelle. » Elle fit une pause, rassemblant son courage pour l'admission plus difficile. « Ils me disent aussi que je tombe amoureuse de quelqu'un dont la vie est si différente de la mienne que je ne peux pas imaginer comment cela pourrait fonctionner à long terme. Et pourtant, dit doucement Thomas, nous voici. » La conversation qui suivit sembla se dérouler en couches, chaque révélation s'appuyant sur la précédente, jusqu'à ce que Sophie eut l'impression qu'ils construisaient quelque chose d'entièrement nouveau entre eux, pas tout à fait de l'amitié, pas encore de la romance, mais une fondation de compréhension qui pourrait soutenir l'une ou l'autre, ou les deux. Thomas parla de son enfance à Lyon, fils de parents universitaires qui lui avaient inculqué à la fois la curiosité intellectuelle et la conscience sociale.
Sa richesse, apprit-elle, était largement acquise par lui-même, construite grâce à l'entreprise technologique qu'il avait fondée après avoir reconnu des modèles dans la transformation numérique que d'autres avaient manqués. Les privilèges de sa position actuelle, expliqua-t-il, comportèrent des responsabilités qu'il prenait au sérieux, une perspective qui expliquait son travail philanthropique et son intérêt à utiliser le succès commercial pour créer des opportunités pour les autres. « J'ai été chanceux », dit-il simplement, « mais j'ai aussi vu assez pour savoir que l'intelligence et la détermination existent à tous les niveaux économiques. La différence entre le succès et l'échec se résume souvent à l'accès à l'opportunité, à avoir quelqu'un qui croit suffisamment en votre potentiel pour prendre un risque sur vous. » Sophie se retrouva à partager des histoires de son propre passé, la fille d'immigrants qui avaient tout sacrifié pour donner à leurs enfants des opportunités éducatives, le poids d'être la première de sa famille à fréquenter des études supérieures, la pression constante de représenter non seulement elle-même, mais les rêves de mobilité française de ses parents. « Ils sont venus ici avec rien », expliqua-t-elle. « Mon père a travaillé 3 emplois pour me faire passer à travers l'université. Ma mère nettoyait des immeubles de bureaux la nuit pour aider à payer mes livres. L'idée de les décevoir, de ne pas justifier leur sacrifice, a façonné chaque décision que j'ai prise ces 6 dernières années. Et maintenant ?» demanda doucement Thomas. Sophie considéra la question pendant que leurs plats principaux arrivaient, utilisant l'interruption pour rassembler ses pensées. La vérité était qu'accepter l'aide de Thomas avait commencé à changer sa relation avec ses pressions, lui permettant d'imaginer un succès qui n'était pas uniquement mesuré par sa capacité à survivre indépendamment. Maintenant, je me demande si je me suis tellement concentré sur le fait de ne pas échouer, que j'ai oublié comment poursuivre ce qui pourrait réellement me rendre heureuse, admit-elle. La soirée progressa avec un naturel qui surprit Sophie étant donné la complexité de leurs circonstances. Ils discutèrent de livres avec la passion de bibliophiles, débattirent de politique sociale avec l'intensité de personnes qui se souciaient profondément de la justice, partagèrent des histoires qui révélaient à la fois humour et vulnérabilité à parts égales. Lorsque Thomas mentionna son amour de la musique classique, Sophie se retrouva à décrire ses propres tentatives d'apprendre le piano, malgré l'absence de formation formelle et d'instruments pour s'exercer. Quand elle parla de ses parents qui lui manquaient, mais se sentait incapable de leur rendre visite parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les billets d'avion, Thomas écouta avec le genre d'attention qui la faisait se sentir entendue, plutôt que prise en pitié. « Que ferez-vous quand le contrat de 3 mois se terminera » demanda-t-il alors qu'ils partageaient un dessert. C'était une question que Sophie avait évitée, bien qu'elle eût rôdé au bord de sa conscience depuis qu'elle avait accepté son offre. La nature temporaire de sa situation actuelle signifiait que, quelle que soit la stabilité qu'elle avait gagnée, elle restait provisoire, dépendante de variables qu'elle ne pouvait pas contrôler. « J'espère que le travail avec la Fondation mènera à d'autres opportunités », dit-elle avec précaution. Dr Dubois a mentionné que leurs organisations partenaires ont souvent besoin d'un soutien de communication similaire. Si je peux faire mes preuves dans les prochains mois. Et sinon, la gorge de Sophie se serra légèrement. Alors je trouverai quelque chose. Je le fais toujours. Thomas resta silencieux un moment, semblant considérer ses mots avec un soin inhabituel. Et s'il y avait d'autres options ? Et si le travail que vous faites menait à un poste plus permanent, soit avec la Fondation, soit avec mon entreprise ? La suggestion créa un mélange complexe d'espoir et de méfiance dans la poitrine de Sophie. La sécurité professionnelle était quelque chose dont elle avait rêvé, mais qu'elle avait à peine osé attendre, surtout un travail qui semblait significatif plutôt que simplement nécessaire. Quel genre de poste ? Nous élargissons notre division de conseil en impact social, expliqua Thomas. Des organisations comme la Fondation Horizon représentent un marché croissant pour les services de communication stratégique. Si votre travail avec eux se passe aussi bien que je m'y attends, nous pourrions créer un rôle qui vous permettrait de développer ce domaine de pratique tout en maintenant la flexibilité et l'autonomie que vous valorisez. L'offre était généreuse au-delà de tout ce que Sophie aurait pu imaginer des semaines plus tôt, mais elle se retrouva à hésiter d'une manière qui la surprit. Et où cela nous laisserait-il ? Personnellement, je veux dire. Le sourire de Thomas contenait à la fois de la compréhension et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Où que nous décidions que nous voulons être, l'opportunité professionnelle existe indépendamment de ce qui se développe entre nous personnellement. Mais je mentirais si je disais que je n'espère pas que d'ici à ce que la question devienne pertinente, nous aurons découvert comment faire fonctionner les deux. Sophie sentit quelque chose de serré dans sa poitrine commencer à se détendre,
Une reconnaissance que les choix devant elle n'étaient pas aussi binaires qu'elle l'avait supposé. Succès professionnel et bonheur personnel, sécurité financière et authenticité émotionnelle, accepter de l'aide et maintenir l'indépendance. Peut-être que ces contradictions apparentes pouvaient coexister d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée auparavant. « Je dois vous demander quelque chose », dit Sophie, posant sa tasse de café avec un soin délibéré. « Votre intérêt pour moi, est-il sincère ? Ou suis-je une sorte de projet pour vous, une personne que vous essayez de sauver ou d'améliorer ?» La franchise de la question sembla surprendre Thomas, bien que sa réponse vint sans hésitation. « Il est sincère. Vous me défiez intellectuellement, me surprenez avec vos idées, me faites réfléchir à des choses familières de nouvelles façons. Quand vous souriez, vraiment souriez, cela change tout votre visage d'une manière qui me fait oublier ce à quoi je pensais. Quand vous êtes passionné par quelque chose, la littérature, la justice sociale, le travail que vous faites, votre intelligence devient presque lumineuse. » Il fit une pause, semblant chercher les mots justes. « Je ne mentirai pas en disant que vos circonstances ne m'importent pas. Le fait que vous ayez maintenu votre intégrité et votre optimisme malgré des défis significatifs vous rend plus remarquable, pas moins. Mais mon intérêt pour vous n'a rien à voir avec le désir de vous sauver, et tout à voir avec le désir de mieux vous connaître, de voir ce que nous pourrions construire ensemble si nous sommes tous les deux assez courageux pour essayer. » L'honnêteté de sa réponse fit s'arrêter le souffle de Sophie. Elle s'était attendue à des assurances, peut-être, ou à des platitudes romantiques. Au lieu de cela, elle trouva une reconnaissance de la complexité qui correspondait à sa propre expérience. « Je ne sais pas comment faire cela, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais été impliquée avec quelqu'un dont la vie est si différente de la mienne. Je ne connais pas les règles, les attentes, comment être moi-même sans me sentir comme si je vous décevais ou m'embarrassais. » « Alors nous le découvrirons ensemble, » répondit simplement Thomas. « Nous établirons nos propres règles, basées sur ce qui fonctionne pour nous, plutôt que sur ce que d'autres pourraient attendre. » La promenade de retour vers l'immeuble en pierre de taille les fit passer par des quartiers qui semblaient exister dans différentes époques de l'histoire de Paris, devant des bâtiments qui avaient été témoins de décennies d'histoire comme la leur, des personnes de mondes différents trouvant des moyens de combler les écarts entre leurs circonstances. Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, Sophie se retrouva réticente à terminer la soirée, malgré l'intensité émotionnelle de leur conversation. Thomas sembla sentir son hésitation, bien qu'il ne fit aucun geste pour s'inviter à monter ou pour la presser à prendre des décisions qu'elle n'était pas prête à prendre. « Merci pour le dîner », dit Sophie, puis rit de l'inadéquation de la phrase. « Merci pour tout, en fait. Le travail, l'appartement, les livres, la conversation. Merci de voir quelque chose en moi que j'apprends encore à voir en moi-même. Merci d'avoir suffisamment confiance en moi pour accepter de l'aide, » répondit Thomas. « Je sais que ce n'était pas facile pour vous. » Ils se tenaient face à face sur le trottoir, et Sophie sentit le poids de la possibilité s'installer autour d'eux comme l'air du soir. Elle pouvait reculer, maintenir des limites professionnelles, garder leurs relations soigneusement compartimentées, ou elle pouvait reconnaître ce qui s'était construit entre eux et voir où l'honnêteté pourrait mener. « Thomas », dit-elle, son nom portant plus de poids qu'elle n'avait prévu. « Oui ? J'ai peur, admit-elle, de me tromper, de vous décevoir, de me perdre dans des circonstances que je ne comprends pas. Mais je suis aussi plus intéressée par vous que je ne l'ai jamais été par quiconque, et je pense que cela pourrait valoir le risque. » Son sourire était doux, compréhensif, touché de soulagement. « J'ai peur aussi, Sophie. Mais je pense que les meilleures choses de la vie exigent généralement un peu de courage. » Quand il l'embrassa, ce fut avec la même attention concentrée qu'il apportait à tout le reste. Doux, mais déterminé, questionnant et répondant simultanément. Sophie se retrouva à répondre avec une chaleur qui la surprit, une reconnaissance que l'attraction physique et la connexion intellectuelle s'étaient d'une manière ou d'une autre combinées en quelque chose de plus grand que chacune seule. « Je devrais monter, » dit-elle quand ils se séparèrent, bien que sa voix ne contienne aucune conviction. « Vous devriez, » acquiesça Thomas, ne faisant aucun geste pour s'éloigner d'elle. « Vous verrai-je demain ? Pour le travail, je veux dire. Docteur Dubois veut nous rencontrer vendredi matin pour examiner vos recommandations. Mais Sophie, oui, j'aimerais vous voir avant cela, pas pour le travail, juste parce que j'aimerais passer plus de temps avec vous. » Sophie sentit son cœur effectuer cette accélération familière, accompagnée maintenant par quelque chose qui aurait pu être de l'anticipation, plutôt que de l'anxiété. « J'aimerais cela aussi. » 3 mois plus tard, Sophie se tenait dans la salle de conférence de la Fondation Horizon, présentant sa stratégie de communication complète à une salle pleine de membres du conseil d'administration, de donateurs potentiels,
et de représentants d'organisations partenaires. La présentation s'appuyait sur tout ce qu'elle avait appris sur le storytelling efficace, la sensibilité culturelle et la dynamique complexe du financement du développement international. Mais plus que cela, elle reflétait des mois de véritable collaboration avec Dr. Dubois, de recherche intensive sur les vies et les expériences des femmes que la Fondation servait, et d'attention soigneuse à la création de récits qui honoraient à la fois l'intelligence des donateurs et la dignité des bénéficiaires. La réponse fut extrêmement positive. Les membres du conseil parlèrent de se sentir plus connectés à la mission de la Fondation qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Les donateurs potentiels posèrent des questions détaillées sur des programmes spécifiques et exprimèrent un enthousiasme sincère à contribuer à un travail qu'ils comprenaient enfin de manière concrète et significative. Plus important encore, la présentation avait attiré des représentants de 3 autres organisations de développement qui souhaitaient discuter de révisions similaires de communication pour leur propre travail. Sophie croisa le regard de Thomas à travers la salle alors que la session formelle se concluait, et son expression de fierté et d'affection fit gonfler son cœur d'un bonheur qui semblait presque trop grand pour que sa poitrine puisse le contenir. Leur relation s'était développée au cours des mois intermédiaires avec la même attention soigneuse à la complexité qui caractérisait tout le reste concernant Thomas. Ils avaient navigué dans les défis de la collaboration professionnelle et de l'intimité personnelle avec une communication honnête, un respect mutuel et une volonté d'aborder les problèmes au fur et à mesure qu'ils surgissaient plutôt que d'espérer qu'ils se résolvent d'eux-mêmes. Sophie avait gardé son appartement dans l'immeuble en pierre de taille, bien qu'elle passât la plupart des nuits chez Thomas dans le 16e arrondissement. Elle avait accepté le poste permanent dans la division d'impact social de Morrow Technology, un travail qui lui permettait de poursuivre sa passion pour la justice sociale tout en utilisant sa formation académique de manière pratique et significative. Plus significativement, elle avait commencé à se voir à travers les yeux de Thomas, non pas comme quelqu'un défini par ses circonstances financières, mais comme quelqu'un dont l'intelligence, l'intégrité et la résilience étaient précieuses indépendamment du solde de son compte bancaire. La transformation n'avait pas été sans défi. Sophie se sentait encore parfois intimidée par les cercles sociaux dans lesquels Thomas évoluait, se demandant encore occasionnellement si elle appartenait vraiment dans des espaces qui avaient été conçus pour des personnes avec des parcours et des attentes différents. Mais elle avait appris à exprimer ses préoccupations plutôt que de souffrir en silence, et Thomas s'était montré constamment disposé à les aborder avec patience et compréhension. « Alors, dit Dr. Dubois alors que la salle de conférence se vidait, je suppose que vous accepterez notre offre de rendre cette collaboration permanente ?» Sophie jeta un coup d'œil à Thomas, qui hocha la tête avec encouragement. Ils avaient discuté longuement de l'offre d'emploi de la Fondation, la pesant contre le poste chez Morrow Technologies, et décidant finalement qu'elle pourrait poursuivre les 2 opportunités par le biais d'un arrangement de consultation qui lui donnerait la flexibilité professionnelle qu'elle valorisait. « Je serais honoré de continuer à travailler avec la Fondation », répondit Sophie. « Ceci a été le travail le plus significatif que j'ai jamais fait. » Ce soir-là, Sophie et Thomas marchèrent à travers le jardin du Luxembourg, alors que l'automne cédait la place à l'hiver, discutant du succès de la journée et de leurs plans pour les mois à venir. La conversation allait des opportunités professionnelles aux rêves personnels, des considérations pratiques aux possibilités abstraites. « J'ai quelque chose pour vous », dit Thomas, alors qu'il s'arrêtait près du bassin, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau comme des promesses éparpillées. Il sortit un petit paquet emballé de la poche de son manteau, l'offrant à Sophie avec une expression qui combinait nervosité et anticipation d'une manière qui fit s'accélérer son pouls. À l'intérieur se trouvait une édition originale des Misérables, sa reliure en cuir usé par des générations de lecteurs, ses pages jaunies par l'âge mais parfaitement préservées. Thomas, souffla Sophie, passant ses doigts avec révérence sur la couverture. « Ceci a dû coûter... » « Il appartenait à ma grand-mère, interrompit-il doucement. Elle était professeure de littérature, comme vos parents espéraient que vous pourriez devenir un jour. Elle disait toujours que les meilleurs livres étaient destinés à être partagés avec des personnes qui comprendraient leur vraie valeur. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux, alors qu'elle ouvrait le livre pour trouver une inscription en écriture élégante. À Sophie, qui prouve chaque jour que la dignité et la grâce peuvent s'épanouir dans n'importe quelle circonstance. Avec amour et admiration, Thomas. « Il y a autre chose, » continua Thomas, sa voix portant une note d'incertitude que Sophie avait rarement entendue de lui. Il tendit la main dans son autre poche, sortant une petite boîte en velours qui fit s'arrêter complètement le cœur de Sophie.
Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 3 mois, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague qui était à la fois élégante et discrète. Un seul diamant serti dans du platine, beau sans être ostentatoire. Je sais que selon toute mesure conventionnelle, c'est trop tôt, trop rapide, trop compliqué étant donné comment nous nous sommes rencontrés. Sophie fixa la bague, son esprit tourbillonnant avec des implications qu'elle n'était pas sûre d'être prête à traiter. Mais je sais aussi, continua Thomas, que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me défie comme vous le faites, qui me donne envie d'être meilleur que je ne le suis, qui s'intègre dans ma vie de façon qui semble à la fois surprenante et inévitable. Je sais que lorsque j'imagine mon avenir, vous êtes dans chaque version qui compte. Il s'agenouilla sur le chemin à côté du bassin, et Sophie sentit le monde basculer autour d'elle avec la reconnaissance que ce moment était réellement en train de se produire, que quelqu'un comme Thomas Moreau proposait réellement le mariage à quelqu'un comme elle. « Sophie Dupont, dit-il, sa voix ferme malgré l'ampleur de ce qu'il demandait. « Voulez-vous m'épouser » Sophie le regarda, cet homme qui avait vu au-delà de son désespoir quelque chose de valable en dessous, qui lui avait offert des opportunités qui avaient changé sa vie, qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à tomber amoureux d'elle malgré des circonstances qui auraient dû rendre de tels sentiments impossibles. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort, avec une certitude croissante. « Oui, Thomas, oui. » Alors qu'il glissait la bague sur son doigt, Sophie sentit les dernières pièces de sa transformation se mettre en place. Elle n'était plus la femme qui avait accepté 20 € pour saboter un rendez-vous arrangé. Elle n'était plus quelqu'un défini par ce qu'elle n'avait pas plus tôt que par ce qu'elle possédait. Elle était quelqu'un qui avait été vu, valorisé et choisi par un homme dont le jugement elle faisait entièrement confiance. Plus important encore, elle était quelqu'un qui avait finalement appris à se voir elle-même comme digne d'un tel choix. 6 mois plus tard, Sophie se tenait dans le même restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, portant une simple robe blanche et entourée de familles et d'amis qui avaient regardé leur relation se développer avec étonnement et joie. Le mariage était petit, intime, axé sur l'engagement plutôt que sur le spectacle. Alors qu'elle et Thomas échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, Sophie réfléchissait aux étranges tournants qui les avaient amenés à ce moment. Ce qui avait commencé comme tromperie et désespoir s'était d'une manière ou d'une autre transformé en la relation la plus honnête, la plus authentique de sa vie. « Je promets, » dit Thomas, prenant ses mains dans les siennes, « de vous voir tel que vous êtes, non pas comme vos circonstances pourraient le suggérer, de soutenir vos rêves tout en respectant votre indépendance, de vous aimer non pas parce que je peux subvenir à vos besoins, mais parce que vous rendez ma vie plus riche de façons qui n'ont rien à voir avec l'argent. Je promets, répondit Sophie, sa voix ferme de conviction, d'accepter votre amour sans me perdre dedans, de poursuivre mes propres objectifs tout en construisant quelque chose de beau avec vous, de me souvenir que nous nous sommes choisis librement, malgré toutes les raisons que nous aurions pu avoir de croire que cela ne pouvait pas fonctionner. Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, Sophie sentit l'achèvement d'un cercle qui avait commencé avec 20 € et un stratagème qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment voulu poursuivre. Ce qui aurait dû être une fin était devenu un commencement. Ce qui aurait dû être une tromperie avait révélé des vérités plus profondes que l'un ou l'autre d'entre eux n'avait prévu de trouver. Alors qu'ils dansaient sur de la musique jouée par un quatuor à cordes dans la salle à manger privée du restaurant, Sophie aperçut son reflet dans l'un des miroirs qui bordèrent les murs. Le reflet montrait une femme qui semblait confiante, heureuse, sécurisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec les ressources financières et tout à voir avec le fait d'être connue et valorisée pour qui elle était vraiment. « Aucun regret ?» murmura Thomas à son oreille alors qu'ils se balançaient ensemble. Sophie sourit, pensant à tous les moments qui les avaient emmenés ici, l'acceptation désespérée de la proposition de Claire, le dîner gênant qui avait révélé des profondeurs inattendues, l'offre d'emploi qui avait tout changé, la reconnaissance progressive que l'amour pouvait exister à travers des différences qui semblaient insurmontables. « Aucun », dit-elle fermement, « pas un seul. » Et alors que la soirée continuait autour d'eux, remplie de rires et de musique et des shows de félicitations de personnes qui se soucièrent de leur bonheur, Sophie réalisa que les meilleures transformations n'étaient jamais celles que vous planifiez. C'étaient celles qui se produisaient lorsque vous étiez assez courageux pour accepter de l'aide, assez honnête pour vous montrer tel que vous êtes vraiment, et assez sage pour reconnaître que parfois les débuts les plus improbables pouvaient nous mener aux fins les plus extraordinaires. Les 20 € étaient toujours dans la boîte à bijoux de Sophie à la maison, non pas parce qu'elle avait besoin du rappel d'où elle venait, mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce qu'elle avait appris.
que le désespoir pouvait être transformé en opportunité, que la tromperie pouvait céder la place à l'honnêteté, et que parfois les personnes qui semblaient les plus différentes de vous pouvaient s'avérer être exactement ce dont vous aviez besoin si vous étiez assez courageux pour les laisser essayer. En acceptant l'amour de Thomas, Sophie avait découvert quelque chose de plus précieux que la sécurité financière ou le succès professionnel. Elle avait appris à se voir comme quelqu'un digne d'être choisi, non pas pour ce qu'elle pouvait fournir ou ce qu'elle pourrait devenir, mais pour qui elle était déjà. Et dans cette reconnaissance, elle avait trouvé le genre de richesse qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter, la connaissance inestimable qu'elle était suffisante, exactement telle qu'elle était, pour quelqu'un dont l'opinion elle valorisait par-dessus tout. L'histoire qui avait commencé par du sabotage s'était terminée par une célébration, et Sophie Dupont-Moreau savait avec une certitude absolue que ce n'était que le début de la belle complexité qu'ils construiraient ensemble.